Bonjour, bonsoir, qu'importe, j'espère que vous allez tous très bien. Bienvenue dans Diabolo Fraise, on est sur le 4e épisode il me semble, et aujourd'hui j'accueille Paloma. Bonjour. Donc, Paloma, tu es une amie de longue date. Par nos familles, ça Par fait de nos longues années, familles, on se connaît avant notre naissance. C'est ça. La genèse de notre rencontre, parce qu'il faut qu'on leur explique pourquoi tu es là et pourquoi j'ai choisi ce sujet-là pour nous deux. Ah, on explique toute l'histoire. Je le raconte vite Vas-y, explique. Alors, en gros, Paloma est donc la fille d'une amie à ma mère et on s'est rencontrés, il me semble, là, début d'année, janvier-février. On s'était déjà vus avant. Et là, février, elle est venue passer une soirée à la maison. Et moi, c'était au moment où j'étais en pleine rupture sentimentale. Mais vraiment la rupture qui fait mal, où il y a des mensonges, où il y a de la tromperie, où il y a de l'infidélité, bref. Je vous la fais en cours. Et en gros, j'étais dans cette phase où je m'accrochais encore énormément au garçon avec qui j'étais sortie pendant de nombreux mois. Et tout simplement, je lui avais fait une carte de Saint-Valentin, je lui avais acheté un petit cadeau et tout. Et moi, j'attendais qu'il vienne me voir, sauf qu'il n'était pas là, il était avec quelqu'un d'autre. Et en fait, j'ai expliqué toute ma situation à Paloma. Et Paloma, à ce moment-là, m'a regardée et m'a dit, autour d'un verre de vin, de rosé. De rosé. De rosé. De rosé. Elle m'a dit, je ne pars pas d'ici tant que tu ne l'as pas bloqué et tant que tu n'as pas fait une croix dessus. Donc en gros, on s'est retrouvés à 2h du mat à brûler des cartes de Saint-Valentin, le cadeau de Saint-Valentin, et à faire un message de bye à mon ex. Et elle a allumé sa cigarette avec les cendres de ma carte de Saint-Valentin. Et ça, c'était Très stylé. très 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 stylé. stylé. Et du coup, à partir de ce moment-là, elle est un petit peu devenue ma grande sœur. On a ce rapport très gentil, très 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 cool. Et en fait, elle me suit dans mes galères amoureuses. Et à chaque fois, elle me conseille de ne pas toucher aux hommes. N'y va pas, Émilie. Concrètement. Et voilà. Du coup, comment est-ce qu'on se connaît? Et là, aujourd'hui, on va parler des relations amoureuses. On va rentrer dans les détails. Disclaimer avant qu'on commence, on est deux femmes cisgenres, hétéros, il me semble. Bille-moi, mais oui. Bon, voilà. Mais on va parler des rapports hommes-femmes. Après, on pourra aborder Ouais, si voilà. t'as eu des expériences femmes-femmes pour dire que c'est différent et tout. Mais voilà, on va pas entrer dans les trucs. Moi, je suis hétéro de naissance. Enfin, vraiment, je me suis jamais posé la question. Pour commencer, je te propose de répondre à la toute première question qui est: est-ce que tu crois à la théorie des trois amours? Donc, le premier amour qui serait l'amour doux, la découverte. Le deuxième amour qui serait l'amour trahison. Et le troisième amour qui serait le véritable amour. Alors, je pense que si c'était vrai, j'aurais déjà grillé toutes mes cartes. Parce que c'est déjà trop tard. J'ai déjà dépassé les 3 relations sans trouver le grand amour. Donc ça serait dommage que ce soit ça. Mais je pense vraiment par contre que ton premier amour, c'est l'amour qui est doux. Souvent, c'est celui que tu crées, on va dire, de manière très générale. Si on prend la moyenne un peu, c'est celui que tu fais quand t'es au lycée, fin de lycée, début. À peu près cette période-là où t'es en fait encore une adolescente, tu te construis, tu connais rien en fait de l'amour à part les schémas familiaux que tu connais et ce que tu vois dans les séries. Ouais. Donc déjà, t'as une vision qui peut être biaisée par ton environnement familial. Si jamais t'es dans une famille défaillante, tu peux avoir une vision qui est biaisée de l'amour, qui peut être très violente ou avec beaucoup de déceptions, ce qui ferait que tu pardonnerais beaucoup plus tard. Si par contre toute ta vie t'as grandi en regardant des films Disney et des séries à la hollywoodienne avec le grand amour qui vient sauver, là aussi t'auras une vision différente de l'amour. Ouais. Donc le premier amour est souvent biaisé parce que tu connais en ayant vu mais que tu n'as jamais vécu personnellement. Donc oui, c'est souvent l'innocence, tu te construis avec la personne. Si t'as de la chance, c'est quelqu'un qui se construit en même temps que toi, du coup ça va, il n'y a pas d'ascendant, chacun est un peu à l'équilibre. Le deuxième amour, déjà tu commences à savoir ce que tu veux plus et peut-être un peu ce que tu veux. Mais souvent déjà t'es là en mode t'y vas un peu plus franco, t'as plus confiance en toi. Souvent le premier amour, c'est aussi des fois les débuts de la sexualité, donc du coup t'as pris confiance sur beaucoup de choses. Donc déjà le deuxième, t'es plus maître de ton désir, de toi, tu t'affirmes, t'as confiance, parce qu'on va pas se mentir que l'amour, on est tous timides la première fois qu'on embrasse quelqu'un, on se dit oh mon dieu, j'ai pleuré sa main. Oh mon dieu. C'est sûr qu'on a tous eu cette question de mais comment on embrasse quelqu'un? Ou là tu te dis mais il y a pas de tuto de comment on embrasse quelqu'un, c'est quelque Tu chose mets de un crayon naturel. et tu tournes. Oui voilà. Tes potes ils te disent non mais ça vient sur le feeling et toi t'es là Quel feeling, je suis pas sûre du feeling. Et je pense que ça ne s'apprend pas, mais du coup t'es hyper stressé parce que t'as peur de mal faire. Et imaginons si la personne avec qui t'es a déjà eu l'expérience, tu te dis oh non, oh mon dieu, imagine je suis nulle, alors que bref, personne t'en voudra si jamais tu l'as un peu trop mis une langue par ici ou par là, on s'en fout. Mais bon, dans l'idée je peux comprendre, genre je me revois moi au tout début me dire comment on fait.
avoir peur, et le jour où t'as l'impression de faire quelqu'un, tu fais bon, ouais. Finalement, m'en suis remise. Et après, tout au long de ta vie, c'est plein de trucs comme ça. Donc ton deuxième amour, souvent, c'est celui où t'as mal. Moi, c'est mon deuxième amour, c'est vraiment celui qui... Lui, il m'a éclaté le cœur. Ouais. Ah ouais, moi, mon deuxième amour, c'est l'amour trahison. Moi, c'est Ouais. l'amour... un peu ce que t'as connu quand je t'ai connu. Moi, c'est l'amour tromperie. Un jour, t'es la femme de sa vie, on va se marier. Alors, bien sûr, à 18-19 ans, tu peux pas imaginer ça. Mais moi, c'était ma période et il y avait un contexte qui faisait que j'étais genre aveuglée par cette personne. Je l'ai beaucoup idéalisée. Et j'étais là genre, mais oui, bien sûr que je suis la femme de sa vie, bien sûr qu'on s'aime et tout. Bien sûr qu'on va faire plein d'enfants et qu'on va se marier, qu'on va avoir une maison avec un chien. C'est ça, d'avoir un golden retriever, un monospace, mais tout à fait. En fait, pas du tout. C'est l'amour où tu te rends compte que genre, on peut te tromper pour un rien, on peut te décevoir pour un rien. Et c'est surtout, c'est l'amour où quand tu demandes des explications, on te dit, je sais pas. Y a jamais de justification. Et tu dois te construire sur une incompréhension. Et ça, c'est ce que t'avais connu du coup à l'époque avec ton ancien copain. C'est... Tu comprends pas. Tu comprends pas pourquoi ça a pas marché. Est-ce que c'est toi ? Est-ce que c'est lui ? On est des femmes, donc bien sûr, on va plus facilement se victimiser en disant que c'est nous. Parce que la société nous apprend plus facilement que c'est à nous adapter pour être ce qu'on attend des hommes. Donc tu te sens juste pas bien, tu remets en question. Puis t'as toujours ce petit espoir de... Mais il m'aime. Parce que quand même, encore une fois, t'as une petite fille qui a grandi avec des schémas où tu penses que l'amour va venir et va répondre à toutes tes demandes et que s'il t'aime, l'amour triomphera. Alors qu'on se rend vite compte quand on grandit que aimer n'est pas suffisant. L'amour n'est pas suffisant, voilà. Désolée. Mon deuxième copain, c'était celui où on s'est rencontrés. Donc pareil, amour trahison, on te pipote pendant des mois. Genre, on parle quand même d'une personne qui m'a menti pendant 6 mois, qui m'a fait des allées et venues, qui me disait qu'il était à un endroit alors que je voyais dans des stories qu'il était à un autre endroit. Enfin, des trucs, et je me disais, non mais c'est la fille avec qui du coup il me trompait, elle essaye juste de mettre des bâtons dans les roues de notre relation, et genre j'étais hyper dans la délulu, littéralement. J'étais délulu dans le déni, et je me disais, non mais c'est elle, c'est une vicieuse parce qu'elle me détestait. Du coup je me disais, c'est sûr, c'est elle, c'est pas lui. Lui il est parfait, il est génial, on s'entend trop bien. C'était tout à fait la même chose. Moi vraiment, ce mec-là, déjà j'avais un contexte, moi c'est quand j'étais en classe préparatoire, donc déjà t'es dans un contexte de pression, t'es enfermé dans un internat, t'es là pour un objectif. Quand on dit prépa maquée, prépa ratée, c'est pas une légende, c'est pas une bonne idée, parce que ton cerveau doit être sur tes cours et pas sur est-ce qu'il est en train de me tromper. Donc du coup ça te biaise un petit peu, et moi ce mec, à chaque fois que genre, je découvre une tromperie, son réflexe c'est de me dire que c'était sa faute à elle. Genre c'est une folie quand même, genre à croire qu'il a envoyé des SMS tout seul, genre c'est pas lui. Et chaque fois j'étais là, mais genre tu me trompes, il était là, non c'est elle, et moi j'étais là, oui, c'est elle, tout à fait, c'est elle, bien sûr que c'est elle. Monter les femmes les unes contre les autres en fait. Mais c'est tellement plus simple parce qu'en fait, je me rends compte que cette fille était dans mon internat aussi, et aujourd'hui, toi tu me connais, tu vois un peu mon caractère. Là, j'irais directement toquer à sa porte, lui dire vas-y, viens, on s'explique, on en parle, on met les choses au clair. Et je me rends compte que pendant plus d'1 an, cette fille était genre l'étage au-dessus de moi, et j'ai jamais osé aller la voir, alors que ça aurait tout réglé. Tout ça parce qu'il m'avait juste mis dans cette tête que c'était elle le problème. Et pas lui, alors que bon, encore une fois, il y a le gros cliché de quand un chien pisse sur un tapis, tu gueules pas sur le tapis. Bah ouais, je comprends du coup, à un moment, pendant longtemps, j'en ai voulu à elle, alors qu'en fait, c'était lui qui avait tout à me prouver. Pire, si elle sait que elle savait qu'il avait quelqu'un et qu'elle y allait quand même, bon, ça peut poser des questions sur ses valeurs, mais celui qui me devait quelque chose, c'était lui, pas elle en soi. Et ça, c'est la même chose en fait. Cette fille, tu savais que tu la connaissais, mais... Ah, mais elle me détestait, mais genre vraiment, et c'était le truc de... En fait, je me suis rendu compte en prenant du recul sur cette relation que dès les premiers instants, il m'avait mis en concurrence avec elle. C'est-à-dire que pour l'anniversaire qu'on a fêté ensemble, il l'avait invitée, sachant que j'avais dit que je ne voulais pas qu'elle soit là. Voilà, c'était aussi mon anniversaire, j'invitais pas beaucoup d'amis. Et en fait, il l'avait invitée, et du coup, ça avait fait un petit peu de la houle, mais j'ai été dit, ok, bon, tu sais quoi, on s'en fout, s'il veut qu'elle soit là, bon, bah, elle sera là. Et effectivement, genre, elle avait été... vachement entrepreneuse avec lui, sachant qu'on se flirtait déjà et qu'on était quasiment ensemble. Genre, on attendait juste la grosse déclaration de « Veux-tu sortir avec moi ?» Et dès le départ, il m'avait mis en concurrence avec elle, et elle me déteste et me détestait et me détestera probablement toute sa vie. Désolée. C'est comme ça, et je me disais vraiment qu'à ce moment-là, c'était elle qui voulait pas qu'il soit avec moi et machin, et que en fait je lui reprenais quelque chose parce que machin truc bidule. Bref, en fait c'était vraiment lui me montait la tête, et genre il arrivait à me faire croire que la story où il était dans son pieu avec un putain de Pokawa avec elle,
Elle était fausse. Il a réussi à me faire gober qu'en fait il était C'est à une la IA, course c'est une de IA. son frère. C'est une IA, t'inquiète. Genre vraiment. Ils sont tellement forts pour mentir. Elle a réussi, elle a reçu des fleurs pour son anniv. En fait, je suis pote avec la cousine de mon ex. Et vraiment très très pote, genre on est très très proches. Et en fait, cette cousine-là m'envoyait les stories de la fille en me disant mais c'est trop bizarre, tu m'avais pas dit que t'étais pas de nouveau en train de flirter avec lui et tout. Et il s'avère que moi j'envoyais du coup les stories à mon ex en lui disant mais comment ça, à quel moment est-ce que tu lui offres des fleurs, un pull, machin. Il me dit ah mais non mais ça c'est parce que je lui avais commandé depuis longtemps, du coup j'ai pas annulé et tout. Il aurait pu l'offrir à quelqu'un d'autre. Alors pardon mais des fleurs tu... Les fleurs, tu les commandes pas 3 semaines à l'avance. Enfin voilà quoi. Le principe d'une fleur. C'est qu'en fait elle sera fanée. Donc Mais ils sont tellement forts pour te... Et le pire, c'est qu'en fait, c'est que quand t'as du recul, quand tu y repenses quelques années après, tu te dis mais je suis trop bête, bien sûr que c'était faux. mais oui. Mais sur le coup, t'es là, genre t'as besoin de te convaincre que c'est pas possible. Qu'on peut pas te faire ça. Moi, je me disais juste, mais vraiment, on ne peut pas me faire ça. Parce que justement, j'avais eu ce premier amour qui était tellement sincère, qui était tellement genre... C'était l'amour mignon, innocent de quand t'es jeune. Donc il y avait vraiment pas de trahison. On s'est même quitté plus... Bon, on s'est juste quitté parce que nos chemins se séparaient. Il y avait rien de violent, rien de triste en fait. C'était juste... nos chemins se séparent et c'était beau, tu vois, il y avait du respect mutuel et tout. Là, c'est la première fois de ma vie que quelqu'un en fait me manquait de respect, me mentait et me trahissait et je ne savais pas du tout comment réagir parce que je pensais pas que ça pouvait m'arriver. Je pensais que ça arrivait qu'aux autres. Grosse blague. Finalement, au bout d'un moment, j'ai compris que ça arrivait plus souvent que prévu. Effectivement, alors. Ouais, et le troisième amour, du coup, l'amour véritable, celui... Bah, je le cherche encore, hein, je t'avouerai. Mais alors, tu vois, quand j'étais en... Du coup, je reviens de vacances, là, et en fait, je me suis fait une réflexion sur ce truc de premier amour, amour trahison et amour véritable. En fait, l'amour véritable, c'est une fois que t'es tellement détruit que tu comprends que t'as plus que toi-même. Ouais. Et je pense que l'amour véritable, c'est vraiment quand tu t'es rencontré toi-même et qu'à ce moment-là, effectivement, quand tu vas rencontrer quelqu'un, tu vas pas te mettre avec parce que tu sens que t'en as besoin ou parce que machin. Tu vas vraiment te mettre avec parce que t'en as envie et tu vas pas vivre à travers la personne. Ouais. Tu vois, il y aura pas que le couple, il y aura aussi toi à côté. C'est sûr, bah, c'est un peu ce vers quoi on tend tous, en tout cas moi je tends, mais ça prend du temps, beaucoup de temps. Et des fois, t'as beau penser, bah, typiquement, après cette relation qui avait été chaotique, je suis sortie avec quelqu'un, j'ai mis 3 ans avant de vraiment sortir, donc avec le mot que ça implique, le terme de couple et tout ce qu'il y a. Il m'a fallu 3 ans et je pensais sincèrement là qu'il y avait, tu sais, genre cette différence que j'avais réussi un peu à maintenant me faire passer en priorité, qu'on était équilibré. Et en fait, je suis très vite retombée dans une sorte de dépendance affective où je pensais contrôler et pas du tout. Et quand ça s'est fini, je me suis rendu compte qu'en fait, je contrôlais pas du tout et que j'avais pas reproduit les mêmes schémas parce que des choses étaient très différentes, mais il y avait d'autres choses encore que j'avais acceptées parce que j'étais pas prête, parce que j'avais encore des peurs, des failles en moi que j'essayais de combler par l'amour de quelqu'un d'autre, alors que comme tu dis, le véritable amour c'est celui que tu trouveras le jour où toi t'auras plus rien à attendre de quelqu'un à part le bonus dans ta vie. Ouais. Et là c'était pas ça, et ça a été un peu une nouvelle claque de se dire toujours pas, surtout que bah moi ça va, genre je suis quand même à un âge où j'ai des copines qui sont en couple maintenant depuis longtemps, elles me parlent de se paxer, de vivre ensemble, de fonder des familles, et genre moi je suis là en mode j'arrive pas à garder quelqu'un plus de 2 mois. Peut-être que quand je me pose des questions, tu sais, je suis en mode... Adopte un chat. J'ai déjà un chat mais il me calcule pas, c'est ma première relation toxique, Fluffy. Non mais le tien aussi même pas, de toute façon. Oh ça y est, c'est pas vrai. Sherlock. C'était la parenthèse chat. Ah ouais, désolé. On a oublié. Ah du coup, le chat. Adopter un chat, finalement. C'est peut-être ça le troisième amour finalement. C'est Sherlock. C'est Sherlock. Ça serait tellement plus simple. Ouais, après moi je me vois bien plus tard, tu sais, comme une méchante dans les films avec mon chat, tu sais, sur les jambes comme ça, en train de dominer le monde. Je trouve que ce serait une vague qui m'irait très bien. Moi j'ai toujours dit, hein, le chat au moins c'est là, ça te fait des câlins, c'est indépendant. En fait c'est vraiment le premier thérapeute vers l'indépendance émotionnelle. Parce qu'il va pas te calculer. Ouais, tu veux pas avoir dépendance à ton animal parce qu'ils s'en foutent toi. Voilà. Enfin, en plus toi ça va, il est câlin. Le mien il me câlin pas du tout. Vraiment, je l'appelle, il tourne la tête et il s'en va. La première relation toxique de mais ta vraiment, vie. Mais vraiment, c'est la première relation toxique de ma vie ce chat. Ça fait 8 ans qu'on est dans une relation très toxique. Je m'en remets pas. Parlons d'années. Est-ce que tu penses que l'amour dure 3 ans ?
Est-ce que déjà t'as eu des relations longues Mon maximum à chaque fois, je pense que ça a été genre. Moi, alors non, chez moi, l'amour dure 1 an et demi. Et s'il passe juillet, c'est un miracle. Moi, je suis une abonnée des mois de juillet. Ça se passe jamais bien ce mois-là. C'est un peu le mois du carnage pour moi. Mais 3 ans, je sais que ce que disent les gens, l'amour dure 3 ans parce qu'il paraît que c'est une étape à passer et tout. Ouais. Bon, bah, j'y suis jamais arrivée. Et j'avoue qu'il y a beaucoup de personnes de mon âge qui arrivent pas toujours à 3 ans ou alors qui sont justement à cette période sur les 3 ans. Et je pense pas que ça soit genre 3 ans dans le sens où vraiment c'est 3 ans, mais plus parce que à nos âges, dans la génération où on est, tous les 3 ans on change de vie. Souvent c'est le cap où on va passer du collège au lycée, études supérieures, bah, le master ou autre chose après la vie professionnelle. C'est souvent à peu près 3-4 ans, on va dire, ce créneau-là. Et bah, chaque changement implique aussi des fois de reconsidérer ta vie. Donc je pense que c'est peut-être pour ça que l'amour, on dit que dure 3 ans parce que souvent c'est à cette bascule où quand ta vie change, bah, ta relation va soit évoluer, soit elle va rester dans la vie d'avant. Mais ça serait, je pense pas que ça dure 3 ans parce que je vois des gens aujourd'hui, des parents d'amis qui sont ensemble depuis X années, peut-être qu'ils renouvellent leur amour, tu vois. Ils le changent, tu vois, ils le transforment. C'est plus le même amour. L'amour que t'as à 20 ans n'est pas l'amour que t'as à 30 ans, ni celui que t'as à genre 60 ans. Ouais, tu découvres des nouveaux trucs à aimer chez la personne. Et chez les Américains ont découvert. Ont mis en lumière un certain truc, c'était la règle des 3. C'est-à-dire que 3 semaines, 3 mois, 3 ans. 3 semaines, tu dates, tu prends en connaissance en fait de la personne. 3 mois, elle te montre son vrai visage. Et 3 ans, du coup, c'est là où tu te dis que la relation est viable sur le très long terme. Et perso, alors ma première relation a duré quasiment 2 ans. Donc c'était quand même pas mal, sachant que j'ai commencé à sortir avec mon premier gars fin 5e. Donc c'est-à-dire qu'on a quand même fait 4e, 3e ensemble. Ok, donc on a ramé, tu vois. On était un vrai couple, pour le coup. Genre, on faisait les dîners de famille, on faisait des fêtes ensemble, on avait notre bande de potes. On était vraiment un vrai couple, mais version enfant. Oui. Et on s'est quittés tout simplement parce que... Alors, on est dans le même lycée. On aurait pu rester ensemble, mais moi, à ce moment-là, j'avais besoin de plus de liberté. Lui était beaucoup plus dans une famille traditionnelle, moi dans une famille plutôt qui avançait pas mal vite. Et à ce moment-là, j'ai dit, c'est bon, j'ai besoin de liberté, j'ai besoin de trouver quelque chose d'autre. Surtout que je vivais beaucoup à travers lui. Donc j'ai eu cette relation de 2 ans. Après, j'ai eu mon deuxième vraie relation en s'entend, parce qu'entre-temps, tu sais, t'as les flirts, t'as les relations de 1 mois où tu dis... Voilà, ça compte pas. C'est vraiment quand tu... Vraiment ça... Tu mets un nom dessus quand vraiment... Genre moi, je considère que dans ma vie, j'ai vraiment eu que 3 relations. Genre si on parle d'ex, je dirais 3. Par exemple, sur les personnes que j'ai fréquentées, plus. Mais il y en a vraiment que 3 où... Il y avait ce mot de couple et je le considérais comme quelque chose qui a vraiment marqué une étape de ma vie. Je sais si c'est un truc de 1 mois ou 2, non, on s'est fréquentés. Mais de là à dire que c'est un ex-copain, pas vraiment. Je suis assez d'accord. Et deuxième relation, ça a duré presque 1 an. Et en fait, j'ai eu peur de passer le cap des 1 an. Alors que ça m'était jamais arrivé. On est arrivé aux 10 mois. Et moi, j'allais pas super bien. Et la relation, je sentais qu'il y avait un truc qui devenait malsain. Et à ce moment-là, j'ai dit stop. Donc j'ai quand même eu des relations très longues, tu vois, pour mon âge. Surtout quand je dis que j'étais en couple de la 5e à la 3e, les gens me regardent en mode... Comment ça? Genre, c'est quoi? Vous aviez un doudou ensemble? Enfin, explique-moi, parce que c'est pas commun. En général, les premiers copains, c'est plutôt au lycée. Et l'amour de 3 ans, je sais pas si c'est vrai, mais je pense que t'as un cycle d'amour, et après, une fois que t'arrives à la fin de ce cycle, t'as le choix de renouveler ou pas. Et je pense que nous les femmes, on a tendance à ne pas vouloir tout de suite renouveler pour voir si on peut encore passer un nouveau cycle avec la même personne. C'est pour ça qu'on dit que les femmes, tu sais, elles quittent l'homme et se rétablissent plus vite parce que elles attendent vraiment de ne plus être amoureuses. Moi, je pense vraiment que, comme tu dis, il y a un peu un cycle. Parce qu'en fait, comme tu dis, il y a les 3 semaines, 3 mois, 3 ans. Parce que au bout de 3 ans, c'est plus tout feu tout flamme, tu vois. C'est plus la passion du début. C'est plus les rendez-vous, enfin si, il y en a qui arrivent encore à le faire et je trouve ça magnifique, mais ça demande des efforts, c'est plus un réflexe, tu ne cherches plus forcément à séduire, au bout d'un moment, t'as une routine qui s'est installée, limite la personne qui est avec toi devient plus ton partenaire de vie, ton ami, que ton amant, la personne que tu aimes profondément. L'amour change, il faut réussir à réenclencher. J'ai Charlotte qui est à mes pieds, Tu veux venir dans la vidéo? Tu veux faire ta star? Ouais, elle est mitigée, elle est là, installation. Oh, t'inquiète. C'est bon, on est de nouveaux copains? Tu veux ma nouveau? Du coup, je disais qu'il faut réussir à se renouveler, remettre de la passion comme ça, là, tu vois, bam, on parle, on est tranquille, pouf, passion, petit chat.
Petit chat. Donc au final, adopter un Adopter un chat. Mon bébé. Ça va? Oh. Oui, mon cœur. Moi aussi, je t'aime. Tu vois, c'est la solution à tous les problèmes, un chat. Pourquoi avoir un copain quand on peut avoir un chat? Il est trop beau. C'est la réelle question. Donc tu disais, faut savoir se renouveler. Du pigment, du peps. Ouais, un chat. Putain, on s'est laissé perturber tellement vite. Une concentration très douteuse finalement. 2 poissons rouges. On est morte. Wouh. Si revient, c'est fini, la vidéo va jamais arriver. Du coup, 3 ans, oui, mais faut renouveler, passer à une étape supérieure, faut que ça puisse tendre. Je pense, voilà, pas 3 ans, moi je pense à des étapes de vie. Ouais. Genre, chaque T'as des relation passe dans un cycle de ta vie, et quand tu enclenches un nouveau cycle, une nouvelle chose, T'as le choix Faut- de le garder ou de non. passer à autre chose. Mais je suis d'accord sur le fait qu'au bout d'un moment, c'est plus un copain, c'est un partenaire. Moi, Ouais. j'ai toujours été très dans ce truc-là, c'est-à-dire que dès mon premier copain, en fait, au début, je disais petit ami, etc. Et puis après, j'ai commencé à... On a eu beaucoup de hauts et de bas. Et au bout d'un moment, je lui ai dit, mais à ce moment-là, au bout d'un an, je pense, t'es plus mon copain, t'es mon partenaire. C'est-à-dire que moi, j'ai des projets, j'ai besoin que tu sois là pour me soutenir. T'as des projets, je suis là pour te soutenir. ça fait. Et avec mon deuxième copain, c'était pareil. On était très fusionnels niveau travail. Et c'était plus partenaire Ouais. que passionnel. Ouais. Et j'ai toujours aimé ce lien que je pouvais forger avec quelqu'un de vraiment, genre, le gars, il suit tes aventures, il te demande comment ça se passe, il traque en fait tes progrès et tout, et il t'aide. Mm. Et j'aime cet aspect-là, c'est pour ça que je me vois pas sortir avec quelqu'un qui s'intéresse pas du tout à ce que je fais. Ah oui, c'est sûr. Parce que vraiment, je pourrais pas, genre, un gars qui est technophobe et qui peut pas se voir les réseaux en peinture, je suis désolée. Il y a moyen que Ça ne matche pas ça trop. ne passe pas. Ou alors il me suit que moi. Mais tu vois, j'ai besoin de ce lien de vraiment partenaire en mode t'es là pour moi, je suis là pour toi et on n'est pas que ensemble lorsqu'on est au lit. Ouais, Tu vois. tout à fait. Moi, je conçois que, tu vois, genre, la personne qui partage ta vie, ça doit être ton fan numéro 1 un peu Ouais. sur ce que tu fais. Typiquement, je suis pas une grande sportive, je suis pas une grande amatrice de sport. Bah, chacun de mes copains avait toujours un sport. Mhm. Bah, à chaque fois, je me suis tapé des heures à être dans des gymnases Mm. ou à regarder des matchs de je ne sais quel sport alors que j'ai pas une passion pour ça. Mais d'y être pour lui, tu vois. Et pour moi, c'était important que la personne qui partage ma vie aussi soit passionnée par ce que je fais et vienne voir ce que je concrétise. Typiquement, je fais beaucoup d'associatifs, j'ai aussi beaucoup de militantisme, je parle de beaucoup de choses, de causes, étant LGBT que féministe. J'ai besoin que la personne avec qui je suis cherche à s'instruire sur le Ouais. sujet et accepte d'en parler. Si c'est quelqu'un qui est hyper fermé et tout, ou qui veut pas que je milite, bah, ce serait un gros problème parce que moi j'ai aucun souci à aller en manif ou à faire des actions. Si la personne derrière elle me dit qu'elle trouve ça ridicule ou qu'elle apprécie pas, pour moi c'est un très gros red flag, tu vois, c'est un non. Oui, faut qu'il y ait un partage des valeurs. C'est ça, un partage des valeurs et surtout quelqu'un qui m'encourage, que même si lui il le ferait pas, Ouais. ils me disent bah je le ferai pas mais vas-y pour toi, je te soutiens et si t'as besoin Mhm. je suis là. Mhm. C'est Non, important. totalement d'accord. Tu vois, genre j'irai pas courir parce que j'aime pas faire ça, mais s'il me dit qu'il a besoin de motivation et tout pour quelquefois y aller, je le ferai pour lui, tu vois. Tu te mets en vélo à côté. Je sais pas faire de vélo non plus. Hein. Je sais pas. Ah, j'ai oublié de te dire. Non, je sais pas faire de vélo. Ah, oui, je sais. T'as un train de retard là. Mais à ton avis, pourquoi je conduis pas? Déjà, je conduis même pas de vélo. Ok, je comprends mieux. Je comprends Tu mieux comprends le certaines danger public? choses. Je comprends mieux certaines choses, ouais. ça fait sens d'un coup. Autre question, est-ce que tu penses qu'on peut s'élancer dans une nouvelle relation sans avoir guéri toutes ses blessures au préalable? Parce que tu sais, t'as ce truc de dire il faut que tu t'aimes toi avant de pouvoir aimer quelqu'un, ce discours hyper fermé en fait de si t'es pas bien dans ta peau, si t'es pas bien dans ta vie, tu peux pas être en couple. Je comprends. Moi, c'est un truc souvent. Je suis quelqu'un qui est allé voir beaucoup de professionnels justement parce que pour moi c'est très important le psychologique, de comprendre comment notre cerveau fonctionne, comment nos émotions se traduisent. Parce que je pense que j'avais pas le recul pour savoir me gérer moi, comprendre mes émotions. J'avais un peu tendance à foncer tête baissée dans des relations justement pour combler quelque chose. Et j'ai eu des personnes qui m'ont dit bah faut que tu attendes d'être guérie totalement avant de t'engager dans d'autres choses. Et d'autres personnes qui m'ont dit mais comment tu pourras savoir que t'es guérie si tu testes pas? Par exemple, typiquement, moi je sais que j'ai une tendance facile à pouvoir aller dans de la dépendance affective. Bah, le meilleur moyen de savoir si j'ai tombé dans la dépendance affective, c'est d'être dans une relation et de voir si la dépendance s'installe à nouveau. Parce que c'est des schémas que tu reconnais facilement. C'est même pas que genre tu peux, c'est que je pense qu'il faut s'exposer. C'est-à-dire s'exposer à ce que tu crains, s'exposer à une situation qui peut être potentiellement dangereuse avec des guillemets pour toi, dans le sens où ça peut mettre, voilà, c'est un inconfort. Tu peux y aller.
Mais il faut que tu sois déjà honnête, je pense, avec ton partenaire, tu vois, genre Ouais. selon la relation que tu veux établir. Si c'est quelqu'un que tu vas juste voir comme ça et que vous mettez pas forcément un engagement émotionnel ou important, t'es pas obligé. Si c'est quelqu'un qui commence à te parler d'un avenir, de construire des choses, là je pense que c'est important de lui dire que voilà, tu sors de telle chose, ou t'as vécu ça. Pas pour justifier, mais pour lui expliquer que voilà, ton rythme, Ton toi, c'est bagage ça. émotionnel. Et surtout qu'il faut pas t'en demander plus pour le moment, typiquement, genre si tu lui donnes, je sais pas, 60% de ta communication parce que c'est quelque chose que tu travailles, que la personne l'entende, puisse accepter. Mais il faut de l'honnêteté et de la communication. Pour moi, c'est pour ça. Je pense que tu peux aller dans n'importe quelle relation, tant qu'elle est bienveillante pour toi, mutuellement consentie, tout ça, mais il faut de la communication dans les deux sens. Ouais. Tu vois, chacun soit honnête. Tu vois, tu vas pas aller par contre, si tu sais que t'es profondément amoureuse encore de ton ex-partenaire, bon bah peut-être fonce pas directement dans une relation sois hyper honnête sérieuse avec quoi. l'autre, Tu vois, parce qu'on parle beaucoup de la relation de pansement, Mhm. qui est souvent, on dit, quelqu'un dit je veux pas être le pansement d'une personne. Oui, personne ne veut être un pansement, c'est jamais très agréable. Personne ne veut être la personne qui Oui. a un pansement. Voilà, et t'as pas non plus envie d'en avoir un parce que t'es là, tu te trouves, enfin, je sais que moi ça me rend vite malade de me dire bah je suis avec cette personne, je l'aime bien, mais j'ai encore cette personne dans la tête. Alors souvent je dis les choses, je dis bah que je sors de quelque chose, qu'une personne m'a encore marqué, que je me construis et donc que je vais à mon rythme et que si c'est ok pour la personne avec qui j'en discute, bah on avance, le chemin se croise pendant un instant et on voit ce que ça donne. Si jamais elle me dit non, moi j'ai peur et tout, ça me crée des inquiétudes, bon bah vas-y, je la laisse faire. Je pense qu'il faut communiquer et même aujourd'hui, je sais pas si je suis guérie des anciennes relations comme toi, je sais pas si t'es guérie de tes anciennes relations, mais tu vas pas t'empêcher d'en vivre. Oui, c'est ça. Juste, tu seras peut-être plus attentive à certains schémas, certaines choses que tu fais et surtout tu communiqueras. Si jamais tu veux juste profiter comme ça, c'est des relations un peu, on va dire sans lendemain, mais dans le sens où tu te projettes pas, Mhm. tant que tu ressens pas le besoin toi de mettre des mots sur ce que t'as vécu avant, pas de souci. Le moment où tu ressens que par souci d'honnêteté il faudrait que tu en parles, là tu en parles à ton partenaire. Mhm. Non, je suis d'accord. Je suis d'accord sur le truc. Moi, je me vois pas me priver d'être avec quelqu'un juste parce que je sais que, bah, comme toi, j'ai tendance à être très vite dépendante affective, etc. Maintenant, le problème, c'est que si je me mets pas en couple alors que j'en ai envie, je vais tomber dans l'hyper-indépendance, Oui. ce qui est pas vraiment mieux. Là, c'est le circuit inverse. Par contre, j'ai un truc aujourd'hui, c'est que j'ai beaucoup de mal à parler de trucs sérieux. Genre, je pense que je suis devenue évitante depuis ma dernière relation, parce que à chaque fois que du coup j'essayais de parler avec la personne, c'était de la fuite en fait. Il fuyait et du coup moi j'ai pris ce truc comme si je parle de trucs sérieux, si je dis que bah, j'ai eu telle ou telle expérience, que j'ai telle ou telle difficulté, la personne en face de moi, même si c'est pas mon ex et que c'est une nouvelle personne et qu'elle est géniale, elle va fuir. Du coup je pense qu'aujourd'hui j'ai développé ce truc d'être très évitante et c'est ça aussi qui me fait dire que pour l'instant peut-être c'est pas le moment pour moi d'avoir une relation et puis de toute manière on va pas se mentir, c'est pas comme si j'avais des prétendants aux portes. Moi je suis bien solo aujourd'hui. Et tu vois, ça c'est un truc que j'aimerais pouvoir dire parce que en fait, je me rends compte que de toute ma vie, j'ai vraiment été seule dans le sens où genre ne même pas parler à quelqu'un, tu vois, je parle pas d'être en couple. Je parle juste que j'ai toujours eu tendance à parler avec des gens, à avoir une présence souvent masculine dans ma vie, même par message, enfin l'attention d'un homme. Et c'est rare en fait que je n'ai jamais que je n'ai rien, que ce soit genre vraiment le vide. Et c'est un truc que je pense que je devrais apprendre à faire. Bon, j'y arrive pas toujours, hein. Enfin j'arrive même pas encore pour le moment, j'avoue, je le reconnais. J'ai tendance à vite, je sais pas, avoir besoin que quelqu'un me parle pour combler un manque ou je ne sais quoi. Mais je tendrais vraiment à me dire, je suis bien avec moi-même. Et j'ai une amie qui, vraiment que j'admire beaucoup pour ça, c'est que elle me dit, mais moi je ne veux pas, j'en sais pas que il y a pas d'homme actuellement dans sa vie, enfin, ou de personne. C'est juste, elle se dit vraiment, je n'ai pas envie. Je sens que pour l'instant, c'est pas du tout ce que j'ai envie dans ma vie. Je veux être avec moi-même et ça me suffit largement parce que je me suffis. Et ça, c'est vraiment un peu mon idéal. Tu vois, si on me demande vraiment ce à quoi je veux tendre plus tard d'un point de vue émotionnel et psychique, ça serait vraiment ça. Cette dépendance, mais qu'à moi-même, tu vois, que je remplisse tout ce vide que je peux avoir et que juste je me suffise, que j'ai pas besoin de la validation de quelqu'un d'autre. Mais c'est super dur. Enfin, on va pas se mentir, j'ai l'impression que j'ai beau lire des livres, faire des recherches, parce que je suis quelqu'un de très scolaire, très... S'il y a un truc, je vais chercher, je vais comprendre, tu vois, genre les schémas psychiques et tout, bah il y a des théories, il y a des scientifiques, des psychologues qui ont fait des trucs. Je n'ai même parlé avec des psys, j'étais là, mais genre je comprends pas, je comprends, j'ai la théorie, j'ai le chichou, tout ce que tu veux, mais quand je le mets sur moi, ça marche pas, et j'ai l'impression que je n'y arrive pas, et c'est hyper frustrant. Et tout ce qu'on me dit, bah
c'est de la pratique, c'est le temps. Et c'est hyper frustrant quand t'es quelqu'un qui, je pense, t'es un peu comme moi, qui d'habitude veut un truc, le fait et souvent ça marche. Ou alors ça marche pas, mais tu vas recommencer et vraiment tu vas comprendre comment faire fonctionner le truc. Là, bah, c'est ton cerveau, c'est tes mécanismes, donc c'est rien de plus personnel et t'arrives pas à les faire fonctionner. C'est hyper frustrant. Oui. Ça, c'est horrible. Non, mais je suis d'accord. C'est super. Là, t'as l'impression que ton cerveau, c'est ton pire ennemi. T'as beau lui dire non, il va faire si. On va faire ça. Dépendance, oui. C'est horrible. Non, je suis d'accord. Après, tu vois, aujourd'hui, je suis bien seule, mais rendons à César ce qui est à César. J'ai énormément de flatterie masculine. D'accord ? De par mon exposition, de par voilà, j'ai beaucoup de flatterie masculine. Il se passe pas, allez, on va dire 2-3 jours sans que j'ai un message ou le gars du coin qui revient, etc. pour me dire très jolie ta tenue d'hier et tout. Enfin bref. Donc rendons à César ce qui est à César. J'ai quand même de l'attention masculine, mais aujourd'hui je trouve cette attention masculine plus malsaine que flatteuse. C'est-à-dire qu'avant j'aimais beaucoup. En fait, j'adorais l'attention. C'est un peu pour ça que je pense que je me suis mis aussi sur les réseaux. C'est parce que j'avais besoin qu'on me reconnaisse telle que j'étais et non pas telle que je pouvais être dans le cadre plus scolaire. Et donc cette attention avant, je la trouvais flatteuse, mais aujourd'hui, je la trouve beaucoup plus malsaine dans le sens où je me dis que c'est tellement de la surface, c'est tellement du superficiel qu'en fait, c'est pas que ça j'irais pas jusqu'à dire que ça me dégoûte, mais disons que pour moi, c'est un peu comme si ça comptait pas. Ouais. Je me dis, la personne qui m'aimera avec mes comportements, mes mécanismes, mes blessures et tout le bordel, je l'ai pas encore rencontré. Enfin, si, ma mère. Voilà. Mais l'homme qui me prendra comme ça et qui arrivera à me rassurer dans le fait que je suis aimable et tout le bordel, franchement, il est pas né. Ou tout du moins, je l'ai pas encore rencontré. C'est vrai que c'est un peu un truc. Je sais pas dans quelle série ou dans quel truc on me dit genre. Si tu veux me dire quelque chose qui me fait plaisir, me dis pas que je suis belle, dis-moi que je suis intelligente, complimente mon cerveau. En fait, c'est Christina Young, ça, dans Grey's Anatomy. Voilà. Voilà, ne me dis pas que je suis belle, j'en ai rien à faire de savoir que je suis belle. Dis-moi que je suis intelligente, dis-moi que je suis brillante. Dis-moi que je suis douée. C'est ça, genre je préfère ça que... Puis en plus, toi comme on a un peu ces visages souvent un peu enfantins et tout, donc souvent c'est pas que t'es belle, c'est que t'es mignonne, t'es choupette, voilà. T'as un truc, genre t'as l'impression que t'es un pet shop un peu. Genre t'es un petit chaton qu'on a croisé. T'es toujours genre... très fille, mais jamais femme. Ouais, voilà. Et moi, c'est un gros souci, c'est que... Bah, regarde, typiquement à ton anniversaire la dernière fois, il y a des gens qui ont vraiment cru qu'on avait le même âge. C'est quand même une folie. Faut savoir qu'on a 6 ans d'écart. Voilà, j'ai 18 ans, elle en a 24. J'ai 24 ans, et si jamais on me met à côté d'elle, sur un malentendu, si tu caches un peu mes tatouages et tout, on peut vraiment penser que je peux avoir 17-18 ans. Genre, c'est... Bon, c'est un peu compliqué, quoi. Des fois, on me prend pas trop au sérieux. Quand on me voit, on me demande de ma maman, quoi. Même au travail. Ouais, c'est compliqué. Voilà, c'est comme je suis petite, je fais enfant, et toi aussi, ça sera pareil, t'es pas très grande, tu fais un visage qui est jeune. Donc oui, merci, quand on aura 50 ans, on sera super content d'en faire 30. C'est pas ça le problème. Mais c'est que c'est compliqué de se construire en tant que femme, surtout que maintenant, on aime la société, les standards, c'est des femmes avec des formes, des femmes fatales, qui se... Des boss, des machins. Voilà, vraiment des working girls, tu vois, qu'on impose. Et toi, quand t'arrives, on dirait que tu fais ton stage de 3ème d'observation. C'est hyper compliqué. C'est vrai. Mais c'est vraiment ça. Et tu sais, t'es là, t'es en mode... Enfin, moi, je me rappelle toujours la première fois que je vais en boîte, j'avais genre 19 ans, donc un an après ma majorité. Je suis là, je danse avec mes potes et tout, on fait notre live. Là, il y a quelqu'un qui arrive derrière moi, qui danse un peu avec moi, je suis en mode, ok, why not? Le mec me dit, excuse-moi, rassure-moi, t'es majeur, hein? Alors qu'à tous les coups, c'est lui qui avait 16 ans. Je suis outrée. Je n'en peux plus. Non, le fait vraiment de pas... Déjà, moi, de pas me sentir femme, que la société me le fasse pas sentir, et si en plus mon partenaire me dit encore que je suis mimi ou que je suis jolie... Enfin... Elle va te faire voir. Vraiment. Au bout d'un moment, oui, va voir un mur, regarde Dora, je sais pas, fais quelque chose. Tu sais, genre, jamais un mec est content quand tu lui dis « Ah, t'es mignon !» Non. Un mec, t'es beau, faut que tu sois viril et tout. Non, toi, vraiment, c'est genre, ah, t'es mignonne. Genre, ta copine, elle est comment? Elle est mignonne. Non, je suis d'accord. Ça, c'est un truc. Le fait de dire t'es belle, t'es douée, t'es brillante, t'es talentueuse, t'as quelque chose, ouais, j'aime ce que tu fais, j'aime ton engagement. Ça, c'est vraiment genre, tu me dragues si tu me dis que t'aimes ce que je fais. Tu vois? C'est vraiment ça la vibe. Genre, c'est vraiment un truc, genre, on me dit un compliment sur quelque chose que j'ai fait, je suis en mode. Tu me dragues. Merci. Tu me dragues. Vraiment. Mais d'un rien, hein, il suffit. C'est fou, hein. Tu me dis que t'as bien aimé un événement que j'ai organisé ou quelque chose que j'ai fait, tu me dragues. Ouais, on est d'accord. Moi, je t'avoue, j'ai un truc, je drague quelqu'un.
là je fais la trend inverse, c'est pas tu me dragues si, c'est je drague quelqu'un si je lui dis que je me sens en sécurité avec. Ah ouais. Ça, mais alors ça, si je dis ça à quelqu'un, c'est-à-dire que je peux m'endormir dans ses bras ou quoi que ce soit, c'est que vraiment je drague. Mais là, je drague fort. Mais c'est très subtil, tu vois. Ouais, mais je vois, mais c'est la sécurité, le fait d'être avec quelqu'un. Je sais pas si t'as vu, il y a une théorie qui dit que si tu dors beaucoup avec quelqu'un, genre si tu passes beaucoup de temps à dormir avec elle et que même la journée tu peux passer plusieurs siestes et tout avec cette personne, c'est que t'es en sécurité et que ça t'apaise, tu vois, que ça te crée une somnolence, parce que t'as plus à être sur tes gardes et à tout vérifier. Et ça m'arrive, ça m'est rarement arrivé, et quand ça arrivait, c'est vraiment des personnes où en fait je me rends compte que je me suis attachée parce que j'avais ce moment où j'étais là genre avec toi je me sens bien, genre, je respire, tu vois, je pose un peu mon cerveau, je mets un peu sur off et ça va. Mais c'est rare, alors qu'aujourd'hui tu vois quelqu'un que je croise comme ça ou que je fréquente un peu, loin de moi de dormir avec, tu vois, ça me je n'aime pas ça, j'aime pas cette proximité. Moi c'est vraiment si j'ai ce petit déclic, j'aime la proximité, sinon à petite dose quoi. Après ça me... Si je dois être honnête, les dernières personnes avec qui j'ai dormi, j'ai mal dormi. Ouais. Genre vraiment, mais parce que quelque part, je suis plus habituée à avoir quelqu'un avec moi dans mon lit, même sans rien faire, on s'entend. Et puis quelque part, quand tu... Enfin tu sais, t'as ce truc de... Déjà j'aime... Ok, je vais reprendre mes pensées. En fait, j'aime pas ce truc de dire qu'il faut 3-4 dates pour sortir avec quelqu'un. Ouais. Déjà ça je suis pas d'accord. Tu peux pas dire en ayant vu 3 fois la personne 2 heures ou 3 heures que ça y est c'est bon tu peux te lancer avec elle. Je déteste ça. Et en fait ce truc de proximité je trouve que c'est hyper intime, c'est hyper c'est un peu sacré. Et tu vois moi si je dors avec quelqu'un c'est que vraiment je me sens bien, même si je dors mal c'est que je me dis que je suis en sécurité là. Donc je me l'impose. Tu vois on parlait de s'exposer aux peurs. Moi, je m'expose au fait d'être avec quelqu'un vulnérable dans un lit et dormir. Bah, tout simplement, je m'expose à cette peur et j'essaie de me rassurer aussi de mon côté. Tu vois. Mais ouais, c'est un truc que je trouve hyper... Tu vois, c'est plus que... Oui. Je comprends. Ouais, sensibilité, c'est quelque chose... Moi, on avait déjà parlé que le concept de date, c'est pas quelque chose qui fait forcément beaucoup sens. Ouais. Déjà parce que... Ça reviendra sur quelque chose dont on parlera plus tard. Mon premier copain, c'est un ami qui est devenu quelque chose. Mon copain d'après, c'est quelqu'un avec qui j'ai partagé du temps dans ma prépa. Et on sentait qu'on se plaisait, mais il n'y avait pas de date. En fait, j'ai rarement fait ce truc de... On me dise, bah viens, on va manger quelque part. Viens, je t'invite, on va boire un verre. C'est un truc que je me rends compte que j'ai rarement fait. Parce que même dans mon école, sachant que je suis issue d'école de commerce, il n'y a pas forcément tant que ça cette culture aussi du date. En fait, c'est plus... au détour d'une soirée, que tu crées un feeling avec la personne ou une asso, mais j'ai pas connu de date et c'est vrai que genre j'aimerais, tu vois, c'est bête mais j'aimerais expérimenter ça, ce truc de se dire bah on se plaît, viens on va boire un verre, on va manger quelque part et on se reverra une autre fois, enfin tu sais, genre de créer un truc comme ça, j'aimerais l'expérimenter. Ah ouais? Je sais pas, je me dis ça doit être quelque chose à... Alors moi à l'inverse, c'est le prochain sujet, c'est le truc de j'aime pas les dates. J'en ai fait 2 dans ma vie. C'est pas beaucoup, je suis d'accord avec vous. Mais ça a suffi pour me dire qu'en fait, j'aime pas ce truc de l'amour trop dirigé. Le truc de on sort, on va boire un verre parce que tu me plais et parce que je veux quelque chose derrière. Je me sens trop mise en porte-à-faux et trop acculée en fait dans un instant que j'ai pas vraiment choisi. Alors tu vois, par exemple, croiser quelqu'un en soirée, sortir ou même faire un pique-nique avec des potes ou quoi. Je trouve que c'est tellement des moments que tu peux te retrouver à 2 avec la personne à ce moment-là et tu te sens pas mise mal et tout. Alors qu'à l'inverse, les dates, je trouve ça hyper superficiel et hyper dirigé. Pour la petite soeur, donc j'ai eu 2 dates. Il y en a eu un que j'ai fait à la salle d'arcade, je crois. Ouais, un truc comme ça. Donc ça va, tu vois, c'est le date mignon. Pour toi, c'est bien. C'est sympa, mais c'est pas... Enfin, il n'y avait pas de connexion avec la personne, hormis le fait que je l'éclatais sur Mario Kart. Il n'y avait vraiment pas grand-chose. Et le deuxième date, c'était on était allé boire un verre et effectivement on s'était retrouvés je crois à 17h et j'étais partie vers 21h. Donc tu vois, le date qui était long, on avait beaucoup parlé, mais il n'y avait rien eu, il n'y avait pas eu cette étincelle, il n'y avait pas eu ce truc de dire on se retrouve parce qu'on connaît quelque chose de l'autre ou quoi. Et c'était un peu... En fait, moi pendant les dates,
j'ai vraiment l'impression de déposer mon CV, de mettre une lettre de motivation et de dire vous me recrutez. Genre, Ah ouais, mes expériences passées, mes compétences. alors voilà, Est-ce que ça vous convient qu'est-ce que tu fais dans la vie et tout. Déjà la question qu'est-ce que tu fais dans la vie, j'ai envie de l'envoyer bouler. Genre je suis en mode tu veux que je te fasse une liste Qu'est-ce que je fais dans la vie? parce que c'est long. Ouais, c'est vrai. Non, mais je comprends. Vraiment, tu sais, c'est un peu le schéma classique. On te dit que quand tu rencontres quelqu'un, bah, tu vas boire un verre, tu vas manger avec lui, vous faites une sortie. C'est un peu ce qu'on te dit, que c'est comme ça que les gens adultes se rencontrent. Mais en fait, tu vois, là, je suis dans un peu une période de ma vie où je trouve ça beaucoup plus dur de rencontrer quelqu'un sans faire des dates. Ouais. Parce qu'en fait, bah, mon cercle social diminue vu que je passe dans la vie active, donc j'ai plus qu'un peu mon travail et mon sport. Et donc j'ai plus comme quand j'étais en études où j'étais en contact de plein de personnes tout le temps et là je pouvais rencontrer des gens au détour de quelque chose. Ouais. Tu vois? Là maintenant c'est plus bah je croise quelqu'un, ça dit on se revoit, on va boire un verre. Parce qu'en fait bah tu sais que sinon tu vas pas te recroiser. Oui. Il y aura pas cette relation. Donc c'est peut-être pour ça que aussi je me dis bah j'aimerais bien connaître ça parce que sinon je vois pas comment je peux rencontrer quelqu'un. Et en même temps, je pense qu'il y a aussi moyen que genre ça me saoule, tu vois, que j'ai la boule au ventre d'y aller, de me dire imagine. Ouais. Ah, genre en vrai, il y a rien de plus stressant que le fait de dire à quelqu'un viens, on se retrouve à tel endroit et on va parler. Mais tu sais que la première fois que j'ai proposé à un gars d'aller boire un verre, tu le connais, et moi tu sais, je lui disais aller boire un verre, mais tu sais, en mode très désintéressé, en mode viens, on se revoit quoi. Mais pas en mode date. Oui. Et en fait, il a classifié ça comme un date. Et moi, dans ma tête, ça a fait tic. Genre, j'étais en mode, bah oui, en fait, c'est un date. Ouais. Mais je le propose tellement de manière désintéressée que je me rends pas compte. Ouais. Tu vois. En vrai, qu'est-ce qui fait la différence entre un date, c'est quand t'as une intention en fait. Parce que sinon, c'est juste. Aller boire un café, tu vois, boire un verre. Mais même là, boire un verre, c'est trop. Tu vas pas boire un verre avec une personne que tu veux pas revoir après derrière. Ou alors, tu vas en groupe, tu fais une sortie entre amis. Tu vois, mais Après, moi je suis très capable de genre d'aller boire un verre quand je veux plus voir quelqu'un justement pour lui dire genre j'ai plus envie. Moi je suis très genre je dis des choses cash en face et au moins c'est tranquille. Mais on n'est pas comme ça. Mais ouais, le concept de date, c'est vrai que c'est tellement compliqué de rencontrer des gens. C'est trop. Bah, on en vient. Aux applis de rencontre. On a vu sur les applis de rencontre finalement. Moi je trouve ça super dur. Franchement, j'ai été sur des applis de rencontre il y a 2-3 ans. Ouais. Il y a 2-3 ans quand j'étais une relation et c'était plus voilà, le classique, on est avec des copines, venez on s'amuse, on se met toutes dessus et on voit ce que ça donne pour flatter son ego. Voilà. À 17 ans. Voilà. Ne le faites pas. C'est pas bien. Pas 17 ans. C'est pas bien. Non mais c'est pas bien, mais on se faisait chier en cours. Moi j'étais majeure. Ça reprend. Mais tu vois, bah, j'y suis allée plus pour flatter mon ego. J'ai rencontré certaines personnes qui sont devenues même des amis et tout. Mais en fait, j'ai l'impression que les applis de rencontre, enfin, c'est très cliché, hein. Mais j'ai l'impression que c'est rarement pour trouver l'amour et plus pour, genre, si tu veux un coup d'un soir. Non, ou genre un peu un date, mais genre des trucs vraiment des one shot. Je trouve que c'est dur d'aller sur une appli de rencontre et de trouver quelqu'un et vraiment de construire quelque chose de super sérieux, tu vois. Je trouve ça tellement compliqué. Et puis je sais pas, j'ai un peu du mal parce que l'appli de rencontre c'est vraiment genre se vendre, tu sais, genre tu mets une belle. Tu mets un beau slogan, une belle image de toi, Surtout moi j'avais la flemme au bout d'un moment, j'avais même plus à qui j'avais dit quoi, tu sais, genre j'étais là genre parce que t'es une fille donc on a cette chance, on va le reconnaître que les applis de rencontre marchent très facilement pour nous. On a souvent très vite des matchs, des likes, t'es plus toi qui choisis en fait, on va pas te mentir. Tu choisis un peu comme au marché. Mais à la fin, tu sais, genre tu fais quoi dans la vie? T'es d'où? T'as quel âge? T'as fait quoi? Ah, t'aimes bien ça? Non mais c'est ça, mais alors, donc j'ai été sur des applis de rencontre, bah pareil, c'était un délire avec deux potes de cours de cinéma. On avait 17 ans, c'était pas bien, ne faites pas ça les enfants. Mais moi j'étais très au courant des problèmes qu'on pouvait y avoir. Donc j'étais en mode, de toute manière j'irai pas à des dates. Bon, au final j'y suis allée à 2. Parce que vraiment je me disais, les gars ont un truc où je me dis, ok, ça peut y avoir quelque chose. Et donc j'étais sur les applis et effectivement t'as ce problème de franchement je me retrouvais avec genre 10 mecs dans mes DM et j'étais en mode attends, à qui j'ai dit ça, c'est à qui déjà que j'ai parlé de tel sujet et tout. L'horreur, vraiment l'horreur, parce que je déteste être pas hypocrite mais avoir ce problème de je sais plus à qui je parle et tout. Genre je suis très exclusive, même pendant un flirt, genre si je commence à flirter avec quelqu'un je vais flirter qu'avec une personne, je suis pas capable de faire plus parce que j'ai besoin de m'investir, peut-être
pas bien, mais c'est ma manière de faire. Et ouais, non, les applis de rencontre, c'était tellement dirigé. Et puis même, t'as des mecs qui on m'a quand même demandé si j'aimais la sodomie. Alors que de base, je disais que je lisais des livres. La glissade. Même sur le rapport, parce que je disais que je lisais. Et du coup, on me disait, ah, du coup, tu lis de la littérature rose, machin. Ouais, et du coup, t'aimes la sodomie? Bonjour. D'où ça sort? Qu'est-ce que tu veux? Alors évidemment, bonjour. Alors avant, tu bois quoi comme café? Après on parle quoi. Ouais, si tu veux déjà, étape 1, c'est quoi ton soda préféré? Ton café avec ta ou couleur, sans lait. je sais pas. Après peut-être si tu veux. Ouais non mais c'est pour ça que je te dis, puis je sais pas, après je pense aussi, c'est que moi j'étais genre sur la petite application là avec tous les fruits. Et vraiment, déjà parce que bah, moi aussi j'ai fait ça. Sur le Joker, tu te mets en raisin. Voilà. Tu te mets en raisin comme ça, c'est genre, tu sais pas trop, mi-figue mi-raisin, tu sais pas tout ce que tu veux. T'es là genre, à voir selon si tu m'intéresses ou pas. Clairement, c'est comme ça qu'on aurait dû le traduire ce truc-là. Et en fait, je me rends compte que les 3 quarts des mecs, bah c'est souvent, c'était très recherche de relations sexuelles ou quoi. Ou alors à l'inverse, c'était le mec, t'as l'impression que là, il préparait déjà sa demande en mariage. C'était too much. Il y avait rien qui était dans l'instant présent. Ouais. Et c'est ce que je reprochais un peu aux applis, c'est que je trouvais rien dans l'instant, tu vois, en fait, je me rends compte que je suis un peu une amoureuse de l'amour dans le sens où moi j'aime les trucs où tu crées un moment, tu vois. Oui. On se croise, il y a un eye contact, il y a un feeling, il y a quelque chose qui se crée sur l'instant, plus qu'à travers un écran. Non, je suis d'accord. Et limite, je serais la première à dire, bah bien sûr, on va directement boire un verre dans un lieu public, de préférence s'il vous plaît. Et pas le soir. Le journée, et vous dites à vos amis où vous êtes. Enfin, tout un bon cadre. Mais tu vois, plus en mode, bah, viens, on parle. Parce que je trouve que tu peux pas, autant par téléphone, des fois... Ouais, mais par téléphone, c'est trop. T'as pas ce contact. Et même quand t'écris, tu parles pas de la même manière. Et les mots que les gens emploient, c'est pas pareil. Enfin, nous, en plus, on est des... Je suis désolée, on est des psychanalystes. C'est-à-dire qu'on analyse les gens à leur posture, à leur langage. Et en fait, le fait d'être par téléphone, nous, ça nous biaise. Et... Ça se dit, ça nous biaise? Biaise, ouais. Ça nous biaise. Et du coup, en fait, on n'arrive pas à... Moi, perso, j'arrive pas à me sentir en sécurité sur les applis, tu vois. Bah, c'est ça. Moi, j'ai du mal avec ça. Puis, je sais pas, en fait, j'ai ce truc de j'ai besoin que ça se devienne réel, tu vois, que ça devienne concret. Pendant longtemps, quand j'étais quand j'étais plus jeune, j'ai été sur des trucs, pas des applis d'enfants, mais des trucs de chat et tout, qu'il y avait pour un peu les jeunes. Et en fait, bah très vite, ça passe. Je te déteste. Je te déteste. Pardon, t'es peut-être un peu jeune pour ça. Je te hais. Mais c'est quand j'avais 6 ans. Je suis pas contente. Elle était basse, celle-là. Je reviendrai plus. Mais du coup, tu vois, genre très vite, je passais sur ce truc de... Au pire, viens, on fait des Skype. Oh, les Skype, pourquoi on en parle de ça? Voilà, genre, la dangerosité de cette merde. Ouais, vraiment, genre, putain, mais je tombais sur des malades des fois. En fait, je me rends compte que j'étais une ado. Je crois que moi j'avais 8 ans et j'ai tombé sur un gars qui me disait en avoir. Non, j'avais pas 8 ans, je devais en avoir. Non, si, je devais avoir 9 ans et le gars me disait en avoir 16. Déjà, moi j'ai pas capté que c'était le double de mon âge. Et en plus, le gars me parlait par message et tout, genre trop bizarre. Enfin, on faisait des visios et j'étais la seule à mettre la cam. Enfin bref, un vrai... Ouais. Vraiment. Ouais, donc le mec s'appelait Jean-Marc, il avait 50 ans. Le truc aurait pu très mal finir si j'avais pas été avertie des dangers de ce genre de truc. Et heureusement, genre, j'ai jamais rien fait devant une caméra qui soit... qu'on puisse user contre moi. Mais vraiment des trucs super dangereux. Mais même aujourd'hui, je le vois avec les mecs, certains gars, t'en as, ils te font des demandes, t'es là, t'es en mode négatif. Il y a marqué mime sur mon fond. C'est vraiment ça. Je pense qu'ils confondent un petit peu les personnes sur les réseaux pour ça. Il y a un peu des glissades quoi. Mais tu vois, voilà, typiquement le truc du date, enfin des applis de rencontre, c'est que déjà le mec, une chance sur deux qui te disent ça te dit un décal sur Snap. Sur Insta. Il y a rien de plus relou, je trouve, que de parler en photo. Snap, j'aime bien pour tout ce que ça peut être, mais le fait de parler en photo, oh c'est trop chiant, j'ai la flemme, j'ai pris une photo pour répondre. En plus c'est chiant, tu dois tout le temps être on flic du coup, parce que tu peux pas faire une photo avec ton pyjama pilou pilou. Ouais, c'est là genre. Oh, c'est relou, donc déjà c'est ça qui est chiant. Puis, je sais pas, genre moi je suis vraiment en mode viens, on se donne rendez-vous tel jour, telle heure, on va boire un café, on parle et on verra, tu vois. Et après, peut-être que je m'investirai plus pour répondre par message. Parce que déjà, je trouve ça fatigant de parler par message. Alors, si c'est pour que ça donne rien ou que la personne ne m'intéresse pas, allez hop. Non, on est d'accord. Hop, case directement, on parle. Si ça match bien en vrai, why not, sinon, tant pis. Et en général, les mecs sont. Les mecs que j'ai rencontrés, j'évite les généralisations. On va en revenir plus tard. Mais les mecs en général sont. Certains mecs sont là pour leur ego. Tout comme certaines meufs sont là pour leur ego. Oui, tout à fait. Et ça peut s'entendre. Et du coup, genre, t'es là, t'es en mode, tu lui parles, mais t'as l'impression que tu lui fais chier. Ouais. Non, que tu l'ennuies. Genre, t'es là, t'es en mode, bah frérot, si tu veux pas.
dis-le clairement, quoi. Je comprends. C'est vrai que moi, je trouve ça rien de plus frustrant de quand tu parles à quelqu'un qui a pas cette réceptivité, tu vois, Ouais. tu sens pas qu'il y a un échange ou Il y a quoi. pas d'intérêt. Et pourtant, des fois, t'as l'impression que tu vas lui dire, bah, vas-y, stop, genre, je te saoule. Il fait, ah non, pas du tout. Et t'es là, t'es en mode, bah, Bah si, en fait. c'est ça, c'est ton mood de quand t'es intéressé. Mais putain, c'est quoi quand tu l'es pas alors? Tu vois, c'est un peu ça le truc, c'est que tu te dis des fois, oui, tu peux être là pour l'ego, ce que je peux entendre, c'est tout à fait légitime. Hein. Je peux comprendre que des fois on a besoin de flatter son ego, ça fait du bien, ça fait de mal à personne normalement, si tu fais les choses bien. Allons-y, profitez. Mais en fait, je pense que vraiment la prise en compte, c'est vraiment, voilà, c'est une petite phase, tu vois. Ouais. C'est une phase pour te flatter, mais après je m'en désintéresse très vite. Ouais, je suis pareil. Très vite, ça me fatigue. Franchement, moi, je crois que j'ai tenu peut-être même pas 2 semaines Ouais, voilà. sur l'appli. Genre vraiment, et 2 semaines, j'y allais, genre peut-être une fois par jour, juste pour check, Ouais. tu vois, les messages, les trucs et tout, parce que j'aime pas mettre des remis. Et c'est tout. Et Ouais, genre, mais non, je comprends tout à fait. Je peux pas. C'est pas tout pareil. Vraiment, d'un moment, je me juste. Ça, je sais pas, ça me prend une fatigue où je me dis, ah, non, finalement, flemme. Ouais. Flemme. Qui vivra Je verra. pense tu que vois. c'est le cycle, c'est en mode t'as besoin de flatter ton ego, tu y vas, puis après t'es désintéressé. Tout est un cycle. Tout simplement. Parlons de cycle. Les générations. Oui. Tu fais partie de la Gen Z. Je fais partie de la Gen Z. Bon, on est sur les deux extrémités de la Gen Z. Mais beaucoup de membres de la Gen Z, du moins les plus avancés émotionnellement, etc., se plaignent du fait que la génération du coup des 2010, ouais c'est ça, parce que les 2000 c'est les millennials, Non, 2000, moi je suis une 2000 et je suis une Gen Z. Millennial, c'est 90. Ok, donc la génération des 2000 a un problème avec les relations, dans le sens où il y a beaucoup plus de relationship, de plans d'un soir, de sex friend, enfin tout ça, et en fait on se rend compte qu'il y a une opposition à l'engagement. Ouais, bah ça c'est un truc vraiment qui ressort beaucoup et je pense que t'as dû le vivre ou que tu le vivras parce qu'on est un peu pareil sur beaucoup de choses dans notre façon de penser dans les relations. Le fait que quand quelque chose devient compliqué maintenant on arrête, tu vois, genre ça c'est un truc qui existe dans mes dernières relations, c'est que je me rends compte que des fois t'as encore des sentiments, t'as encore de l'amour ou quoi, mais quand ça devient trop compliqué, quand tu te bats pas, t'arrêtes, tu vois, j'ai vraiment la distance. Moi ma dernière relation c'est fini pour de la distance principalement et c'était la première fois que je vivais ça où quelqu'un me disait mais en fait il y a de la distance, enfin la personne est au courant mais me dit mais en fait je crois que je peux pas faire avec, ce qui est tout à fait légitime, tu vois, je peux l'entendre et je respecte tout à fait, mais c'est ce côté où t'as tellement grandi avec des gens qui te disaient qu'à l'époque ils se voyaient pas pendant 2-3 mois, en fait il y avait des mutations à l'autre bout du pays, du monde et qu'on se battait pour ça, que j'ai l'impression que maintenant les gens ne vont plus se battre. Alors que pourtant on est dans une génération où c'est quand même beaucoup plus simple. C'est ça, c'est qu'on s'envoie pas des lettres, hein, genre on peut être facilement connecté. Voilà, c'est hyper... typiquement le dernier flirt que j'ai eu, ça a été une des raisons pour lesquelles ça a pas abouti, parce qu'il y allait avoir de la distance au bout d'un moment. Donc voilà, et moi à ce moment-là, j'ai dit ce que je dis à chaque fois, c'est moi la distance de toute manière ça ne me gêne pas, et je pense qu'en tant que dépendante affective en fait ça même nous aide, d'une certaine manière à réussir. Au moins t'as ta vie. Voilà. Et en fait je pense que les relations à distance ça a quand même ce bon côté de te dire tu peux te construire toi, et lorsque tu retrouves la personne t'es tellement bien construit que en général tu ne retombes pas dans la dépendance. Ouais, non, je comprends tout à fait. Je comprends tout à fait. C'est vrai que là c'est... Là, je trouve qu'on est vraiment devenu une... Enfin, je fais des généralités, bien sûr. Enfin, faut pas en faire, mais là, genre, je vais généraliser sur ma génération et sous ma tranche d'âge parce que c'est ce que je vis. Je fréquente majoritairement des gens qui ont 2 ans de moins ou 2 ans de plus que moi, donc c'est à peu près c'est ma génération. Et j'arrive pas à trouver des gens qui, déjà, veulent vraiment s'engager. Après, je suis pas toujours la première à vouloir ça, mais tu sais, des personnes vraiment qui, tu sens envie de se battre pour quelque chose. Tu vois, je trouve que c'est beaucoup plus dur. Je l'ai connu aussi dans mon école, de voir que les personnes n'étaient pas forcément dans cette optique-là, que c'était plus rare finalement d'avoir des personnes qui se mettaient en couple, qui se projetaient. Dans mon école, d'à peu près tous les 6 mois, on est amené à bouger. Et je me rends compte que souvent, la phrase qui revient le plus quand tu parlais des couples, c'est dans tel moment, on va être séparés parce que lui, il va en stage là, moi, je vais là. On se demande si on va rester ensemble. Alors qu'à une époque, t'as l'impression que même si toi t'étais à Paris, que la personne était à Marseille, il y avait aucun monde où tu te disais que t'allais te séparer pour ça. Tu te disais, mais tu dis, on va le vivre et on verra, tu vois. C'est pas... Enfin, je veux dire, il y a quand même des couples qui sont dans des continents différents. Oui. Sur des continents différents. Et genre, ils ont des heures de décalage et tout, et ils arrivent. Et je pense que ça, c'est un truc où... Enfin, moi, je suis désolée, la distance, surtout quand t'es dans le même pays, c'est
pas Ouais, une excuse. c'est pas une excuse. C'est pas une excuse. Surtout Enfin, pour nous. si je parle pour mon cas, mais je vais être alternante, donc je vais avoir un salaire. Et si tu veux, je suis prête à investir 100 balles de billets de train pour voir la personne une fois dans le mois. Et si elle fait pareil, on se voit toutes les 2 semaines. C'est totalement ok. Oui. Genre, c'est pas comme si tu la voyais pas pendant un trimestre. Non, mais je comprends tout à fait. Et moi, c'est vraiment ça qui a fait que ma dernière relation a un peu explosé. Enfin, c'est même ça vraiment l'argument. Parce que c'est vraiment, je t'aime, j'ai des sentiments, mais j'arrive pas à me projeter plus loin parce qu'il y a ça qui arrive. Alors que, tu vois, c'était pas une nouveauté. Et c'est vrai que moi, de mon côté, j'ai le sentiment de... Tu sais, ça fait mal. T'as l'impression que la personne veut pas se battre, que toi, t'es prête et qu'elle veut pas. Et c'est quelque chose qui devient récurrent. Alors, j'ai peut-être pas rencontré des bonnes personnes. C'est tout à fait possible aussi que des gens ne pensent pas comme ça. Mais c'est vrai quand même que je trouve qu'il y a une tendance un peu à plus facilement tourner la page et se dire bah tant pis, tu vois, tant pis. En fait, je pense qu'aujourd'hui on s'investit moins émotionnellement dès le départ. Et du coup, en fait, quand t'es la personne qui s'investit plus, tu vas plus souffrir que celle qui s'est pas investie. Bah, moi, je marche beaucoup comme ça. Je pense qu'au départ, je suis toujours la personne qui s'investit le moins dans les starting blocks de la relation. Je suis celle qui va te mettre toutes les barrières, tout ce que tu veux pour mettre de la distance. Et peu à peu, je vais abaisser mes barrières parce que la personne va me demander. Et c'est au moment où je baisse mes barrières que la personne, elle me dit stop, stop, Pouni. Et elle part. Demi-tour. Et elle disparaît. Et moi, je suis là, genre. Mais tu as fait tout ce chemin. C'est ça. Et des fois, je suis vraiment là, je me dis, mais pourquoi tu m'as fait faire tant d'efforts émotionnels d'abaisser mes barrières, de me confier, d'ouvrir mon cœur, pour au dernier moment disparaître. Je l'entends, tu as le droit, tout le monde a le droit à n'importe quel moment d'une relation de dire stop. Oui. Ça, c'est un fait qu'il faut comprendre. C'est qu'on peut partir quand consentement, on veut. Les enfants. Voilà, non, mais le consentement, c'est très important de savoir que toute relation peut se terminer et toujours l'avoir en tête. Mais je vis ça comme de la frustration quand j'abaisse mes barrières et que c'est pile à ce moment-là que la personne, elle décide de disparaître. Oui, totalement d'accord. Et genre, c'est un truc où... Moi, aujourd'hui, je sais que je suis la personne qui s'investit vite. Et qui s'investit beaucoup. C'est pour ça que, je développe ce truc d'hyper-indépendance où, en fait, t'as le gars qui va me draguer, moi je vais être là, et puis il va me draguer, et puis moi je vais être en mode non, désolé, je suis en train de taffer là. Genre vraiment, je vais être là, mais la pire connasse du monde. Déjà, s'il arrive à me supporter à ce moment-là, il passe un cap, et je me dis ok, il y a moyen de moyenner. Mais clairement, perso, je vois pas la distance comme un obstacle à une relation. Et je pense qu'aujourd'hui, tu as vraiment un truc sur l'engagement où les gens n'ont plus envie en fait, de se priver. Pourquoi se priver lorsque tu peux avoir une fille différente tous les soirs ? Oui. Pourquoi se priver lorsque tu peux te mettre sur les applis de rencontre et avoir un date tous les 2 jours avec des hommes différents ? Non, mais moi je comprends tout à fait des personnes qui veulent profiter maintenant, qui sont moins dans l'engagement, qui sont moins dans le sérieux, parce qu'en plus on parle beaucoup de nouveaux concepts de relations, on parle de polyamour, de couple libre, c'est plein de concepts qui existent depuis toujours mais qu'on nommait pas forcément ou qui étaient un peu plus critiqués à l'époque. Maintenant ça se met beaucoup en place et c'est compliqué, je trouve qu'on doit naviguer dans un océan de relations amoureuses très complexe aujourd'hui. Et c'est super dur de se retrouver dans tout ça, tu vois. De savoir un peu... Enfin, moi, il y a pas mal de... Genre, nous, il y a un truc qu'on appelle vraiment le situationship, c'est vraiment ce truc-là. C'est que dans mon école, tu fais tout des fois, t'as des gens, ils font tout d'un couple. C'est-à-dire que tu les vois tout le temps ensemble, tu sais qu'ils passent du temps ensemble, qu'ils ont mais ils sont pas en couple. Voilà, c'est ça. Ils ont tout d'un couple, mais ils ne sont pas en couple. Et c'est le situationship. Et moi, je suis une professionnelle pour me mettre là-dedans, parce que j'ai tellement peur du mot couple que, genre, vraiment, j'ai un bac +5 en situationship qui peut durer jusqu'à 6 mois, tu vois. Genre, vraiment, je suis une professionnelle par peur de l'engagement, par juste la peur du mot engagement et psychologiquement ce que ça va m'impliquer. Je me mets dans une case de situationship et pourtant mon cœur va quand même s'attacher, je vais quand même développer des sentiments. Et du coup, le jour où ça s'arrête, je me retrouve comme une idiote à me dire bah on n'était pas vraiment ensemble, mais je me suis quand même fait larguer. Donc c'est original. Et je suis l'incarnation de ma génération où je suis totalement perdue, je ne sais pas ce que je veux. Je vis des grandes romances comme on a connu dans l'histoire. Et en même temps, dès que quelqu'un s'approche pour me parler de grandes romances, je fais me touche pas. Au secours, je suis une femme forte et indépendante, je ne veux pas d'homme. Donc je suis vraiment la complexité de ma génération et je le ressens. C'est super dur de naviguer dans tout ça. Et c'est pour ça que je pense vraiment qu'aujourd'hui, moi je suis à un âge où il faut vraiment que d'abord je fasse des choses de moi-même, je me construis. Et je dis que si quelqu'un partage ma vie, tu vois, genre si jamais des personnes venaient à croiser mon chemin, cool, mais je ne dévierai plus mon chemin pour quelqu'un. Ouais, non, je suis d'accord. Je suis complètement d'accord. Et puis t'as ce truc, aujourd'hui t'as beaucoup de femmes qui veulent être beaucoup plus carriéristes, qui veulent quand même avoir
Avant, ça se faisait beaucoup moins. Et je pense que quelque part, ça a beaucoup influencé le rapport entre les hommes et les femmes. Et qu'aujourd'hui, on a quand même il y a eu un twist. Et on en parlait, enfin, je sais pas si je l'ai évoqué sur le podcast ou si je l'ai eu en off avec Maëlys, la dernière personne que j'ai invitée. C'était qu'en fait, t'as une frustration générale chez les hommes parce que les femmes ont plus peur des hommes qu'avant. Aujourd'hui, quand tu vas dans un date, tu vois, on a les précautions, tu préviens tes potes dans un lieu public, machin, truc, bidule, machin. Donc t'as plein de précautions. Déjà, faut que t'acceptes de sortir de chez toi. Ouais. Ce qui est déjà pas gagné. Parce que tu te convaincs au moins 5-6 fois que le mec c'est peut-être pas un sociopathe. Il y a moins de psychopathes dans les rues que ce qu'on pense. Mais c'est qu'en fait, on a tellement eu ces histoires, ces levées de parole qui sont géniales, hein, on s'entend. C'est trop bien qu'on puisse enfin parler de plein de trucs. Mais du coup, t'as les femmes qui ont beaucoup plus peur. Et d'un autre côté, t'as les hommes qui sont beaucoup plus frustrés. Parce qu'ils ont moins l'occasion de prouver qu'ils peuvent, machin. Et en fait, les hommes frustrés, en général, c'est ceux qui ont besoin d'une présence féminine parce qu'ils ont été maternés, etc. Et ils ont besoin de trouver le substitut à leur mère. Désolée, j'ai pas décidé de faire garderie. Et je trouve que le fait que les hommes soient frustrés, ça, du coup, donne du poids au masculinisme, qui, du coup, influence la nouvelle génération. Et qui du coup fait que les hommes sont encore plus frustrés parce qu'on généralise que toutes les femmes ont peur des hommes et ne veulent pas s'engager et machin. Et d'un autre côté, t'as toutes les femmes qui du coup se retrouvent face à ces hommes frustrés, qui les insultent, qui peuvent devenir violents parfois, etc. Et du coup, ces femmes-là ont encore plus peur. Donc, elles disent à leurs filles, faites attention. Donc les filles ont encore plus peur. Enfin, le cycle vicieux de la peur de l'autre genre. Ouais, bah après, moi je sais que je suis... Enfin, tu le sais très bien, je suis une grande féministe, j'ai toujours assumé... Mon livre préféré, c'est de la collection Le Point pour les femmes. Et du coup, c'est vraiment, genre, mon livre, c'est Je déteste les hommes. Et c'est un truc vraiment que je dis ça à chaque sauce à mes amis. Genre, vous êtes des hommes, donc par principe, je vous déteste. Bon, vous êtes mes amis, donc je vous aime. Mais par principe, parce que vous incarnez dans la société, j'ai du mal. Parce que fondamentalement, j'ai beaucoup de mal avec la masculinité toxique qui est très présente, toute cette misogynie, ce système qui est très sexiste. Et souvent quand je dis ça, t'as franchement les trois quarts des hommes qui font une extrémiste. Ah mon dieu, une misandre. C'est ça. Alors que la misandrie des fois je peux l'entendre, parce que la misandrie des fois peut s'entendre quand une femme toute sa vie a subi la violence patriarcale, une oppression systémique des hommes et de la violence, bah naturellement, je sais pas, si quand t'étais petite on t'avait jeté dans l'eau et que t'avais été traumatisée par l'eau, bah tout le monde serait en mode, bah legit t'as failli te noyer, je comprends. Bah si un homme un jour a failli te buter ou t'as fait des choses graves, c'est plutôt logique que t'aies peur des hommes, tu vois, c'est assez logique quand tu le mets sur le papier comme ça, mais les gens ont du mal à l'entendre quand t'en parles et directement ils sont là, ouais tu détestes les hommes, ça veut dire que genre déjà t'avais mal baisé, c'est sexiste, et je suis en mode non, je ne déteste pas l'homme en tant que l'être masculin, le masculin, je déteste l'homme de la société patriarcale, celui qui impose son pouvoir, celui qui va me prendre pour son assistante quand il va me prendre dans les bureaux, celui qui va se permettre des comportements déplacés ou alors me faire des attouchements. Je déteste cette incarnation de l'homme blanc intouchable, cisgenre, hétéro qu'il y a dans la société, qui est vraiment un peu l'image que les féministes veulent abattre. Et quand on dit ça, tous ces hommes-là sont en mode genre « Oh non, on nous veut du mal, on ne comprend pas, nous aussi nous sommes victimes d'un sexisme et tout. » Genre t'as l'impression, c'est comme tu sais genre... oh là là, le t'as pas tiré ton coup depuis 3 mois, c'est bon. C'est comme le racisme anti-blanc, tu vois, ils sont là, ils sont en mode « Non mais nous aussi on subit des trucs. » Et t'es en mode... Quand je dis que Manar trash, si je dis Manar trash, oui Manar trash, comme le Black Lives Matter, bien sûr que tu le dis, ça veut pas dire que toutes les vies ne comptent pas et que tous les hommes sont des connards, ça veut juste dire que là actuellement il y a une urgence qui est mise sur une population et qu'il faut du coup en prendre compte pour agir. Et tu vois, quand t'as toutes les personnes blanches qui se sont insurgées durant les mouvements de manifestation pour la cause des personnes noires qui étaient en mode oh, tu te rends compte et tout, mais là c'est genre une mise en avant de eux et nous aussi on souffre, t'es là. Oui, c'est pas le sujet. Mais c'est pas le sujet. C'est pas le problème. Quand je vous dis qu'un man trash, c'est pas genre vous êtes tous des connards. Et si tu te sens vexé, ça veut dire que t'es peut-être concerné. Parce que moi, toutes les fois où on m'a dit que les blancs étaient des oppresseurs colonialistes, je me suis pas sentie visée parce que je sais que j'essaie de pas reproduire des schémas colonialistes. Si toi tu le sens mal, c'est peut-être que t'es en train de reproduire des schémas qu'il faut pas. Et quand je vous dis man trash, ça veut juste dire la société actuellement, elle met en avant les hommes et les femmes, c'est galère. Et dans toute notre étape de vie, on a grandi avec la conception de tu dois faire carrière, mais attention, jusqu'à ce que tu fasses une famille. Tu fais carrière jusqu'à avoir des enfants. Après, il faudra que tu t'occupes de ta famille. Oh, tu sais, voilà, il faut faire attention à toi, parce que imagine, si jamais t'as le malheur de ne pas sortir avec des garçons très tôt, on te dit, mais tu serais pas lesbienne, ça serait quand même dommage. Qu'est-ce qu'on me l'a sorti, ça? Voilà, tu vois. Alors que j'ai juste dit, j'ai eu plein de déceptions et on m'a rétorqué, bah essaye les femmes.
Alors, si je pouvais être lesbienne, Et ça franchement, fait beaucoup de mal à j'apprécierais. la cause LGBT, on fait ce genre de phrase, c'est terrible. Mais c'est affreux. Moi, en plus, je suis du genre à dire, franchement, si j'avais été lesbienne, ça m'aurait rendu un grand service. Oui, mais je pense que ce sera la solution à tous nos soucis. Mais. Mais t'as ce truc de. Enfin. Non, tous les hommes ne sont pas un problème, mais posez-vous des questions. Pourquoi est-ce que toutes les femmes ont un problème avec les hommes ? C'est vraiment ça. Je suis pas du genre à dire. Enfin, j'ai souvent dit, c'est un homme, machin, truc bidule. Malheureusement, c'est dans mon langage quotidien et j'essaye de plus en plus d'éviter justement les généralisations et tout ce qui peut être distorsion cognitive qui vont en fait me faire avoir un point de vue hyper négatif sur juste un mec. Parce que tout le monde n'est pas méchant. Maintenant, quand je vois le nombre de personnes qui ont des soucis avec les hommes, qui sont oppressées, et même moi quand je vois ce que j'ai vécu, posez-vous des questions. C'est-à-dire que j'ai vécu l'oppression, j'ai vécu l'humiliation, le machin, le truc. Tout le panel qu'un homme pouvait faire subir à une femme, je l'ai eu alors que j'ai 18 ans. Et même si j'avais 50 ans, c'est pas normal. Je suis une égale, genre moi aussi j'ai un corps, j'ai un foie, j'ai un cœur, j'ai des poumons. La seule chose que j'ai pas, effectivement, ça je vous le donne, c'est des testicules et un pénis. Pardon, mais il me semble que j'ai quand même des ovaires, un vagin, un utérus. Mais regarde, tu vois, c'est genre dès le départ, ça c'est un truc qui maintenant se déconstruit, mais quand tu regardais les cours de chimie et tout, dans des manuels, t'avais des représentations du sexe masculin avec tout ce que ça représentait, donc du coup pénis, testicules et toute la composition. Par contre, une représentation du sexe féminin, ça a mis des années déjà à ce que juste on mette le clitoris. C'est un truc tout bête, mais c'est quand même, c'est le seul organe qui existe seulement pour le plaisir. C'est-à-dire qu'il a sa seule fonction, c'est ça. Il sert à rien d'autre à part donner du plaisir. C'est trop cool. Il a vraiment une fonction qui est super cool. Et on le représentait pas dans les manuels parce que l'idée même que la femme puisse avoir du plaisir, ça n'existait pas. La femme devait servir à la reproduction. Ouais, alors que la femme l'homme, est t'inquiète une... qu'il en avait du plaisir. C'est ça. La femme est une mère, la femme est une fille, mais la femme n'est pas une femme. La femme est une vertu. Voilà. Elle n'est que par rapport à l'homme, un homme qui va la définir avec un titre. Et ça, c'est un gros problème. Et moi, je sais que je suis très engagée sur tout ça et que j'en parle beaucoup. Moi aussi, j'ai beaucoup le c'est un homme. Souvent, quand avec une pote, on discute quelque chose, je fais en même temps c'est un homme. Genre, je m'attendais pas à grand chose. Genre, je m'attendais pas à grand chose. Et aujourd'hui, c'est vrai que moi, je cherche des hommes déconstruits. Et c'est un concept qu'on parle beaucoup maintenant dans les nouvelles vagues féministes. C'est un homme qui a conscience de sa condition d'homme dans la société et qui, du coup, va déconstruire ses privilèges pour un peu se mettre à la place d'une femme. Tu vois, typiquement, un homme, quand c'est un truc tout bête. Ça, c'est un truc que je me suis beaucoup disputée avec des gens. Des fois, on me dit, non, mais vas-y, le soir, est-ce que j'ai vraiment besoin de te ramener jusqu'à telle zone et tout, t'es sûre ? Et je fais, c'est très bien. Juste, viens, marche un peu plus loin de moi, tu me laisses pas toute seule, tu verras. Et il suffit de me laisser marcher quelques temps dans la rue pour que, soit je me fasse suivre, je me fais siffler, je me fais appeler. Genre, tout. Des mecs qui te suivent jusqu'à chez toi, et ça leur paraît tellement random. Moi, je leur dis, quand vous rentrez tard le soir, vous avez peur de vous faire agresser, genre de vous faire casser la gueule. Moi, j'ai peur de me faire violer. J'ai pas peur de me faire casser la gueule. C'est pas ma peur. Moi, ce que j'ai peur, c'est de me faire violer. Les femmes et les hommes, nous n'avons pas les mêmes peurs. Il y a plein de choses dont vous ne prenez pas compte, notamment la charge mentale, ou pour vous, faut croire que c'est un mot un peu rigolo qu'on a créé pour vous embêter, pour vous dire qu'on pense à tout, mais c'est un fait. Les femmes, des fois, on a une charge mentale impressionnante, et même à mon âge, je le vois dans nos relations, où des fois, tu vas vivre en couple avec quelqu'un et t'as l'impression que là où toi, toute ta vie, on t'a appris à tenir un foyer, à cuisiner, à faire le ménage, à avoir des critères comme ça, eux non, parce qu'il y avait soit une femme de ménage, soit une sœur, soit une mère, soit une tante, une figure souvent féminine qui a fait pour eux. Et du coup, ça leur vient pas à l'idée de faire. Et ils peuvent, des fois, moi vraiment, j'ai eu des copains, genre je pouvais laisser des trucs par terre. Et j'étais là, genre en mode expérience sociale, je mets le truc par terre, j'attends de voir. Et ils pouvaient rester des semaines par terre sans bouger, tu vois. Et ça venait jamais à l'idée qu'il fallait peut-être le ranger. Et genre c'est une folie. Et je suis là, je suis en mode, mais je ne comprends pas comment, genre moi ça peut me rendre folle et toi ça te passe à 10 000. Alors je veux bien être un peu maniaque, je peux l'entendre. Mais là des fois c'est juste que je me rends compte que nous, on a grandi des fois les femmes de manière générale dans la société avec un cerveau, et c'est prouvé dans beaucoup d'études sociologiques, un cerveau qui a été conditionné à une certaine réflexion. Quand t'es une enfant, quand t'es une femme, on te dit de faire des trucs plus féminins, d'être mignonne, de mettre des petites robes. Un garçon, s'il pleure, on lui dit de ne pas pleurer, parce que attention, c'est les filles qui pleurent. Lui, c'est pas une fillette, il doit faire des trucs de combat, des trucs un peu virils. Donc la société, dès le départ, nous conditionne, que ça soit par le fait que quand tu vas faire un truc tout bête, aller à Carrefour, dans les cartes d'anniversaire. Vous regardez, les cartes pour les petites filles, c'est des princesses. Elles sont roses. Les garçons, c'est des petits bricoleurs, ou des princes, elles sont bleues.
Et aujourd'hui, c'est un truc qui me paraît totalement stupide. Parce que moi, si j'ai envie de bricoler, donnez-moi un marteau. Et si vous voulez, on mettra des paillettes dessus si ça peut vous rassurer. Mais quand même, genre, laissez-moi faire, arrêtez de me conditionner. Moi, je n'aimais pas forcément être une princesse. Je préférais escalader, grimper. Aujourd'hui encore, souvent, j'ai un style qui paraît très garçon manqué. Mes potes, ils me disent, mais tu te maquilles pas, tu te fais pas jolie. Bon, là, j'ai fait un effort quand même pour la vidéo. Mais tu vois, et je suis en mode genre, j'ai pas envie, genre, ça va rien changer à ma performance professionnelle. Là, actuellement, je suis en stage, je vais travailler. Que je vienne maquiller ou pas maquiller, ça va rien changer à ma perf. Tu vois, genre moi je n'y porte pas d'importance parce que je n'ai pas besoin de maquillage pour me sentir mieux ou quoi. Et donc je vais pas me forcer pour vos beaux yeux. Et des fois c'est un truc qu'ils ont un peu du mal à capter. Genre, je sais pas, il faut que la femme soit comme ça. Et moi je suis en mode, non, il n'y a pas de il faut. Je suis qui je suis et je suis ce que je veux être. Et si ça vous va pas, et bah regardez ailleurs. Mais vraiment, en plus c'est ça, genre, j'ai envie de leur dire, mais il y a rien qui t'oblige à commenter. Enfin, moi j'ai opté pour la technique des 5 secondes. Tu dis quelque chose à quelqu'un s'il peut le changer en 5 secondes. Ouais. Tu lui manques quand quelqu'un, genre je sais pas, il a un truc dans les dents, je sais pas, il y a une trace de maquillage là, il y a un truc, tu lui dis parce qu'il peut pouvoir le changer en 5 secondes. Si c'est quelque chose comme t'as un bouton, t'as des cernes, t'as l'air fatigué ou t'as appris un peu de voix, bah il va pas le changer en 5 secondes, tu pourras rien y faire. Et surtout qu'il y a sûrement de grandes chances que lui-même l'ait vu dans le miroir le matin en se réveillant. Donc pas besoin que toi tu lui rappelles, ça n'apportera rien. Et c'est vraiment un truc que je sais de dire à mes potes. Des fois je suis en mode, mais vous vous rendez pas compte que ça peut faire mal aux gens, genre... Et surtout ça casse les pieds. Mais ça casse les pieds, et puis surtout genre on n'a pas besoin, ça va... J'en dis, ça change pas votre vie. Je suis consciente que j'ai l'air fatiguée, je suis consciente que j'ai des cernes. Ça c'est un truc, tu vois, j'ai ce problème le matin, c'est que genre je mets du temps parfois à me réveiller, et t'as ma mère qui va venir et qui va me dire... Ah, t'as l'air fatiguée. Et en fait, rien que ça va me gaver. Du coup, je vais être désagréable. Et du coup, elle va dire, oh, tu t'es levé du mauvais pied. Je dis non, j'allais bien jusqu'à que tu viennes me faire ta réflexion. Tu t'es comporté comme un mec. Arrête. Mais je comprends tout à fait. Mais c'est tellement compliqué. Genre, il y a beaucoup de gens qui ont un peu du mal. Et moi, ma mère, je pense que c'est un truc de maman. Genre, elles te font toujours marquer un truc comme si tu l'avais pas vu. Moi, ma mère, c'est la pro du t'as un bouton là. Oh, t'as un peu des cernes. Et je suis en mode. Mais maman, oui. je me suis réveillée, j'ai vu dans le miroir, j'ai fait oh, vous ici, je l'ai vu, merci, j'en ai conscience, pas besoin de me le rappeler. On vous aime nos mamans, bien sûr. Non mais un cœur sur vous. Bon, comment t'as fait un cœur? Oh putain. T'es vieille. Ah, comme ça. Oh là là, c'est terrible. Non mais. Oh là là, tu vois? Ah non, la nouvelle version c'est comme ça. Oh, c'est horrible. Ils font les téléphones comme ça. Comme ça. T'as vu ce truc de vidéo en mode si tu dois prendre une photo, comment tu fais? Ou quand tu décroches au téléphone, quand t'es là, t'es comme ça, et ils sont en mode. Ça me terrifie. Le cœur, tu vois, le cœur est un exemple même de la génération. Revenons à du coup. Parce qu'on s'est vachement éloigné du sujet là sur les femmes et tout. Moi, dès qu'on me lance sur les femmes, je peux partir très longtemps. T'inquiète, on fera un épisode de podcast sur les femmes, s'il y a pas de problème. Avoir des red flags et des critères, est-ce que c'est obligatoire quand tu dates? Je pense, moi. Sincèrement, je pense que c'est nécessaire. Pour éviter de retomber dans quelque chose de pas bon. Tu vois, quand tu passes tes relations, je pense que tu crées... tu sais ce que tu ne veux plus. Ouais. Et je pense que c'est hyper important de se le rappeler, des fois, parce qu'on l'oublie. Quand tu te lances dans l'euphorie d'une relation, des fois tu vas un peu foncer tête baissée, la passion des grands jours et tout, et oublier pourquoi t'avais instauré certaines règles qui finalement te sont utiles. Donc pour moi c'est hyper important, je vois pas du tout ça comme quand les gens te disent ouais t'as trop de critères, trop d'exigences, je suis en mode bah et pourquoi je devrais baisser mes critères pour vous en fait? Alors, il y a quelques temps, avant en fait d'avoir la rupture avec mon ex, j'étais en mode les critères c'est hyper hypocrite, tu peux pas demander à quelqu'un de faire machin et tout. Après j'étais en mode certains critères sont hypocrites, pas tous, mais il y en a beaucoup. Et après ça, j'ai eu ma rupture etc. et j'ai repensé un peu mon avis. Effectivement aujourd'hui j'ai pas mal de critères et pour déconner tu sais j'ai ma petite liste. J'ai ma petite liste. Et j'ai fait du coup un TikTok sur les 3 meilleurs critères et tout. Et d'autres TikTok un peu sur la situationship. Bref, j'ai un peu abordé de quoi on a parlé aujourd'hui. Et en fait, t'as plein de mecs qui sont venus dans mes commentaires me dire que j'avais trop de standards, qu'aujourd'hui on pensait avoir le choix alors qu'on l'avait pas, qu'il fallait arrêter de chercher la bonne personne parce que la bonne personne elle n'existe pas, c'est ce que tu vas devenir, machin, etc. Et en fait, il fallait pas avoir de standards à les écouter. Et genre, j'ai un peu vu ça comme vous êtes des manipulateurs qui voulaient simplement exploiter les gens par intérêt. Et comme moi, je mets des limites à ce que
tu portes, tolères, etc., ça vous casse les pieds parce que Ouais, vous non, ne pouvez c'est pas tirer d'intérêt de moi. Non mais c'est tout à fait ça, enfin moi genre, c'est un truc, je pense que t'as besoin d'avoir un peu des bases de ce que tu veux, ce que tu ne veux pas. Enfin je sais pas, Même pour c'est... protéger des personnes malveillantes. Ouais, pour te protéger, parce que si voilà, comme je dis, des fois quand tu commences une relation, bah t'es biaisé après quand t'es dans l'engouement des sentiments et tout, et t'es plus très rationnel, parce que l'amour provoque des endorphines, plein de sortes de ressentis chimiques, qui font que du coup ça peut biaiser un peu ta façon de réfléchir. Et c'est important des fois de se rappeler, bah voilà, moi je sais que j'ai besoin de ça, parce qu'à tel moment je me suis rendu compte qu'il fallait que ce soit comme ça. Et c'est pas hypocrite, c'est pas exigeant. Si jamais la personne elle matche pas ce que je veux, bah c'est qu'elle est pas faite pour tiens, moi. C'est Voilà, tout. et Pas... elle trouvera peut-être quelqu'un qui matchera pas avec grave. elle. Je me dis que sur les milliards que nous sommes sur Terre, il y a bien quelqu'un qui correspondra à mes quelques petits critères. Ouais. Et certains, surtout des critères, ont des degrés différents d'importance. Oui, Je peux on faire des s'entend. concessions sur certaines choses, tu vois, il n'y a pas de souci. Si le mec ne fait pas 1m95, grand, yeux bleus, avec plein de tatouages, je m'en remettrai, ça va. Par contre, si le mec il est irrespectueux et violent, là c'est une concession qui passe pas. Tu vois, on dose. Mais je pense qu'on a le droit d'avoir nos exigences et chacun devrait savoir dire ce qu'il veut. Mais c'est ok. ça, c'est aussi savoir ce que tu veux, ce que tu aimes dans une personne et tout. Et moi, c'est ce qu'on me fait remarquer, c'est que bon, quand on voit ma liste, on rigole, machin et tout, c'est un running gag, hein, on s'entend. Et moi je dis, mais tu vois, t'as pas besoin de cocher toutes les cases à 100%, tu peux avoir 10% d'un truc et 100% d'un autre et ça va pas... Si tu veux, moi c'est juste des bases pour qu'on ait à peu près les mêmes centres d'intérêt, les mêmes valeurs, qu'on ait les mêmes occupations, que moi je me sente bien. J'ai un critère con qui peut paraître hyper superficiel, c'est que je pense que je ne pourrais pas sortir avec une personne qui soit en gros surpoids. C'est-à-dire genre vraiment en obésité morbide ou vraiment qu'il y aurait une maladie à ce niveau-là. Pour la simple et bonne raison que j'ai eu des troubles du comportement alimentaire et que par conséquent je sais que ça pourrait me renvoyer à mes expériences passées et au fait que je me sente pas bien dans mon corps, etc. Pas parce que la personne, enfin les personnes grosses je les trouve magnifiques et gros n'est pas un gros mot, hein, bien sûr. Oui, je pense que tu dis ça dans le sens où même à quelqu'un d'anorexie, tu vois, quelqu'un qui a qui a un problème de santé par rapport au physique comme ça, tu pourrais pas, et ça je peux l'entendre parce que bah... Et ça peut paraître hyper superficiel, mais je l'entends. Ça peut paraître, mais après tu vois, comme tu dis, quand tu l'expliques, ça devient logique. Moi je sais qu'il y a des... Ouais, tu vois, il y a un peu des critères, j'ai un peu des trucs, moi c'est vraiment genre plus des critères éliminatoires. Et des trucs genre, je sais que si quelque chose arrive, ça va directement briser quelque chose en moi. Ciao. Bah vraiment. Parle mal des chats. Ciao. Qui n'aime pas Fluffy, qui n'aime pas les animaux. Bah tu vois, typiquement, genre moi, genre c'est bête, mais quelqu'un qui me dit qu'il aime pas les animaux, je suis un peu en mode genre... Il y a rien de plus pur qu'un animal. Un animal n'a pas d'intention, un animal juste il vit sa vie, enfin il est là, c'est la pureté incarnée. Enfin quand tu me dis que t'aimes pas les animaux, je suis en mode bah... Je sais pas, genre comment tu veux ne pas aimer les animaux, enfin... Genre t'aimes pas les êtres vivants quoi. Le truc qui bouge ça te parle pas. Même, enfin je connais des gens allergiques aux chats qui adorent les chats. Et oui, ça c'est vraiment... C'est même pas... On revient sur quand t'as pas de raison de détester l'animal, tu peux dire je suis pas trop animal ou quoi, mais là des fois j'ai des gens vraiment je n'aime pas et je suis là genre vraiment tu vois ça t'es en mode genre ouais ça te dérange, genre je trouve ça fou quand même. Non moi je pourrais pas. Moi j'ai vraiment maintenant mes critères servent plutôt de critères éliminatoires plutôt que des cases à cocher. Des red flags. C'est plutôt voilà, moi je suis très red flag, je suis très genre si tu fais un truc qui me bah ça ciao. Bah ouais mais parce qu'en même temps je sais que si tu le fais une fois, deux fois, trois fois bah ça va pas le faire parce que moi je sais que ça va peut-être me refaire un écho que j'apprécie pas ou parce que tes valeurs ne vont pas me correspondre donc je ne te corresponds pas. On arrête tous de perdre du temps alors. Non on s'entend. Moi j'ai un red flag qui peut paraître très bête mais si une personne me ment même pour un truc tout bête déjà moi à ce moment là je me mets en alerte et je suis en mode pourquoi t'as fait ça, qu'est-ce que... Alors on s'entend, hein, tu peux me mentir pour me dire je vais chez mes grands-parents et au final me faire une surprise. On s'entend, là c'est dans l'unité de mon bien-être, etc. Mais qui me ment, genre même sur un truc bête en mode qui va me dire que il a pas mangé les gâteaux qui étaient au placard alors que je sais que c'est lui parce que personne d'autre ne les a mangés et je suis toute seule. T'es un peu en mode genre mais pourquoi en fait, pourquoi tu me mens sur un truc bête et si t'es capable de me mentir sur un petit truc, c'est que t'es capable de mentir sur un plus gros et un plus gros et un plus gros et un plus gros et pour moi c'est un no way. Et c'est un critère qui peut paraître hyper débile mais c'est tout ce qui en découle. Oui. En fait, c'est comme tu dis, c'est un peu une cascade, tu vois. Genre s'il y a un truc, bah tout ce que ça surtout ce que ça va ruisseler derrière, ça va faire sens et ça peut te dire genre non. Moi c'est vraiment bête mais tu vois genre typiquement genre la phrase du en tant qu'homme, un mec me dit moi en tant qu'homme
Je suis en mode, en tant qu'homme, déjà, qu'est-ce que tu veux dire par en tant qu'homme? Comment tu construis la notion d'homme? Qu'est-ce que tu sous-entends? Genre moi j'ai déjà connu des en tant qu'homme, je dois pas acheter ça parce que t'es ma copine, donc je vais t'offrir plus des sacs que des livres, et tu sais, des trucs comme ça. Et moi j'étais là genre, je comprends pas, parce que la notion de genre est une construction sociale, donc le en tant qu'homme ça veut tout et rien dire. Puis surtout tu veux me faire un cadeau, tu m'achètes un truc qui Mais me plaît. oui, voilà, c'est ça. Arrête-toi à ça. C'est pas le problème de en tant qu'homme ou quoi. Ouais. Si je te dis que j'ai besoin de serviettes et que t'es pas foutu d'aller m'en chercher au supermarché, dégage. Genre frérot, vraiment, j'insiste. La panique, et on avec des couches, je suis paniquée. Mais ça, tu vois, je trouve ça encore mignon, le gars qui appelle pour dire tu veux quelle serviette, quelle trompe. Mais oui, mais c'est parce qu'ils savent pas, c'est mignon. Mais le gars qui me dit non, moi je vais pas t'acheter tes trucs, tu sais que je me souviens, mon père, je crois qu'un jour j'ai dû lui demander de m'acheter des serviettes ou des protections et tout, il n'a pas su me les acheter. Et genre vraiment, j'ai dû y aller avec lui une deuxième fois et lui montrer. Regarde papa, c'est ça dont j'ai besoin. Et t'es pas foutu même de demander une caissière ce dont ta fille a besoin. Genre c'est compliqué. Moi il y a beaucoup de choses qui sont... Tu vois, c'est pour ça que je dis, il faut des hommes déconstruits. Il faut des hommes capables. Hommes déconstruits. Vraiment, homme déconstruit. Homme capable égale homme déconstruit souvent. Mais c'est rare. Ouais. C'est pas... Non, en vrai je suis mauvaise. En fait, c'est pas rare, mais je les ai pas trouvés. Encore. Ouais, voilà. Et j'ai une théorie, parce que nous on est dans le sud de la France, j'ai une théorie, c'est que dans le sud de la France on est beaucoup sur des coups d'un soir et tout, genre c'est vraiment la partie fête un peu de la France et tout, le soleil, machin, les tropiques, alors que dans le nord, t'as quand même une autre construction, je pense que t'as un truc de rapport qui est différent par rapport à ici où t'as beaucoup plus de macho, de sexisme, de machin. Genre le cliché du Marseillais, il est vrai les gars. Genre les vieux papis qui vous regardent mal, qui vous sifflent dans la rue, trop bizarre. Donc oui, les chats. Les chats et le Nord finalement. Non mais ça on a trouvé. Mais ça j'entends. Encore plus là on a le combo gagnant, c'est l'été dans le sud. Faut pas demander quoi que ce soit à quelqu'un actuellement. C'est l'autoroute du non. Mais alors, tu sais que mon premier gars, je crois, venait d'Auvergne. Genre, il était né en Auvergne et tout. Mon deuxième était Marseille italien. Désolé. Combo gagnant. Combo gagnant. Et mes derniers flirts, en soi, étaient plutôt du Nord. Et en fait, je me rends compte que je suis beaucoup plus à l'aise avec des personnes venant du Nord que venant du Sud. Parce que j'ai l'impression que dans le Sud, t'as vraiment encore plus un gros travail à faire au niveau homme-femme et... tout ce qui en découle, les traditions, etc. La culture souvent ici est quand même très méditerranéenne. Dans la culture méditerranéenne, la femme elle a une place qui est un peu différente de ce que tu peux retrouver un peu plus dans le nord de la France. Après, là en faisant des grosses généralités bien sûr, mais moi c'est plus dans l'éducation. Je me rends compte que j'ai beaucoup plus de mal à créer du lien avec une personne qui a pas fait à peu près les mêmes études que moi ou le même niveau d'études. Parce qu'on n'a pas vécu la même chose et du coup on a du mal à se retrouver dans nos expériences et nos façons de parler. Bah, c'est comme moi quand je dis que sortir avec quelqu'un qui connaît pas du tout mon domaine, c'est hyper compliqué. Aujourd'hui, très honnêtement, sortir avec quelqu'un qui connaît rien à la création digitale, à YouTube, à Twitch, à l'essor d'internet, c'est compliqué parce que devoir tout lui expliquer c'est galère. Moi j'ai des horaires du coup de travail qui peuvent être parfois un petit peu chelous, genre parfois je finis de streamer à 1h du mat, si je dois dormir avec quelqu'un, genre tu expliques comment que je suis en train de gueuler sur Valo jusqu'à 1h et qu'après je viens me coucher comme si de rien n'était, genre non tu peux pas. Donc je pense que t'as ce domaine, t'as l'éducation, t'as aussi tes préférences physiques, on va pas se mentir. Ça joue beaucoup, mais tu sais genre tu sais il y a ce cliché où quand on dit les femmes, tu connais pas ce truc de les hommes ils disent j'ai pas de type et finalement quand tu regardes les filles dans leur catalogue de relations toujours les mêmes, c'est toutes les mêmes, et t'as les femmes qui disent moi j'ai un type et tu regardes le catalogue c'est un melting pot, il y a de tout. Et je trouve c'est un peu ça, genre moi le physique oui, j'ai des choses qui me plaisent plus que d'autres chez des personnes, mais des fois, je sais pas, tu auras peut-être pas le type qui me plaît, mais tu vas dégager un truc, il y aura un feeling, et là, ça va partir. On passe au-dessus du physique. Enfin, mon premier gars était blanc aux yeux bleus. J'ai toujours eu une préférence pour les blonds aux yeux bleus. Vraiment, je trouve ça trop beau, j'adore. Moi, je suis brune aux yeux Hazel, et je sais que, genre, c'est... pas forcément, genre les blonds aux bleus sortent souvent entre eux, genre j'ai l'impression que c'est un peu une élite. Je suis désolée, j'ai vraiment ce sentiment là. Et mon deuxième gars était brun aux yeux verts, mais on est passé du tout au rien, et aujourd'hui genre j'ai pas de grosses préférences physiques. Par contre tes valeurs c'est beaucoup plus important que ce que tu vas ce à quoi tu vas ressembler. Après on s'entend, j'ai pas envie de sortir avec
quelqu'un que je trouverais Oui, bien dégoûtant sûr. par essence, tu vois. Non, mais bien sûr, genre, faut que la personne te plaise physiquement. Mais c'est vrai que, genre, les critères physiques, c'est vraiment un truc maintenant que je. Tu passes au-dessus. Ouais, je passe au-dessus. Maintenant, mental. Genre, vraiment, je suis pas dans les exigences, tu vois. Je suis pas, genre. Je dirais jamais, il est petit, donc je veux pas. Donc, parce que je vais mettre -20, donc ça sera un petit peu culotté. Mais ouais, je comprends. Vraiment, moi, c'est genre. C'est ce que tu dégages. Vraiment, c'est genre, c'est un truc de fou, mais le charisme, la confiance. Ton humour, enfin il y a des trucs des fois je sais pas pourquoi, genre si je regarde purement sur une photo je me dirais non et en vrai je me dis tu vas dire, sympa, surprise, voilà, tu sais pas pourquoi mais il y a ce truc. Et à l'inverse, moi j'ai rencontré pendant les 2 dates que j'ai eu, j'étais quand même avec des garçons qui me plaisaient physiquement, mais t'avais rien qui... Ouais voilà. Pourtant on avait des valeurs en commun et tout, mais t'avais pas ce truc de me dire il y a un matching, ouais, je vois, il y a un truc, tu vois, c'était pas, il y avait pas ça. Donc en fait, les critères physiques t'en as, mais je pense pas que ce soit le maintenant en tout cas c'est pas mon, enfin en tout cas pour nous c'est pas forcément ce qui compte le plus. Et c'est peut-être pas si mal au moins. On est plus large, on est une voilà, plus grande catégorie. On se ferme pas. C'est ça. Pour commencer à finir, ta plus grosse erreur en amour et la leçon que tu en as tirée. De m'oublier. Tu sais, genre de. Bah, c'est vraiment très cliché, hein, on va dire. Mais le fait de faire passer la personne avant moi, je peux l'entendre, mais à mon détriment, dans le sens où j'oubliais qui j'étais, mes valeurs et ce que j'étais pour me conformer à ce que lui, je pensais qu'il voulait, tu vois. Genre, le cheminement. Ça, c'est un truc que je peux plus. Là, c'est vraiment un très gros red flag pour moi. Mais de moi-même, si je sens que je commence à créer une image de moi pour lui plaire, c'est pas bon. Genre, je me dis que c'est pas bien ce qui se passe, tu vois. Genre, ça me met en alerte. Ouais. Et c'est un peu le truc maintenant que je regrette et que je ne veux plus jamais faire. C'est un peu mon leitmotiv maintenant dans chaque relation, c'est que je dois être moi-même. Je dois plus essayer de me cacher. Non, je comprends. Moi, je pense, du coup, ça a été avec ma deuxième relation, un peu dans le même truc. C'est pas tant m'oublier, mais plus me trahir. C'est-à-dire trahir mes valeurs. J'ai toujours été une personne qui était très en mode si tu me mens, si tu me trahis, si tu me fais du mal, tu pars en fait. Genre, j'ai besoin d'être assez protectrice envers moi-même pour pouvoir m'écarter des mauvaises personnes. Et là, pour le coup, je me suis quand même laissée dépérir dans un état qui était pas le bon, avec une personne qui était visiblement pas la bonne. Et ça a été vraiment de cette trahison. Et quand plus tard j'ai recommencé à flirter un peu avec des gens, il y a eu un gars avec qui je suis un peu sortie, etc. Et cette personne-là ne voulait pas d'engagement, elle était plutôt du style coup d'un soir, etc. Et en fait, quand on en a discuté, j'ai fini par lui dire je peux pas me trahir encore, je peux pas renier ma personnalité qui est très fleur bleue, qui est très émotionnelle, très attachée à tout ce que l'amour représente. Et j'ai vraiment utilisé ces mots-là que je trouve hyper vrais, c'est que je n'ai pas envie de trahir qui je suis. Et je pense que ça a été ma plus grosse erreur avec mes relations, ça a été de souvent un peu cacher qui j'étais, un peu remettre de côté mes valeurs, mes critères, ou même les choses où j'avais dit s'il me fait ça, c'est sûr je pars et tout. 6 mois. Ça m'aura fallu 6 mois, 2 verres de rosé et une cigarette pour finir par faire quoi. Donc voilà. Et pour finir, ton point de vue sur les relations amoureuses aujourd'hui? Mes relations ou les relations en général? Les relations en général. Ça reprend ce que je t'ai dit, genre je pense qu'on navigue dans un océan de complexité et je me vois vraiment avec ma petite barque. Et elle a un petit trou, tu vois, je prends un peu l'eau, donc là je jette un peu l'eau hors de ma barque. Ouais, c'est genre j'essaie un peu de sauver les meubles et j'attends de tomber sur une île un peu sympa. Tu vois genre je vois des petites archipels de loin, je me dis qui ça? Mais voilà, je pense que les relations amoureuses c'est trop compliqué. Genre honnêtement, je trouve ça trop compliqué alors que ça devrait être si simple. Non, et c'est un peu mon petit regret, mais après je pense aussi que je suis quelqu'un qui complexifie beaucoup les choses, on va pas se mentir. Donc c'est égal à moi-même, tu vois. J'évolue dans des relations qui me correspondent en fait. C'est complexe parce que je pense que je suis aussi quelqu'un de très complexe. Ouais, mais on analyse beaucoup. Pour reprendre l'image, je pense que moi je suis dans cet état où je suis en train de repeindre un peu mon bateau et tout, et genre c'est cool là, genre j'ai acheté un étage, c'est sympa, je commence à me faire mon petit coin et tout. Et je suis passée par des archipels qui m'ont beaucoup plu, mais je me suis pas arrêtée parce que visiblement c'était pas le moment. Mais après je sais que si le vent doit me porter vers quelque chose, il me portera. Et même dans les personnes que j'ai pu côtoyer et avec qui ça s'est pas fait, si dans 3 ans il y a l'alignement astral qui fait que, le vent qui fait que,
eh bah pourquoi pas, mais je suis plus dans le mode, je suis en train de regarder chaque centimètre de ma voile pour vraiment aller dans la bonne direction et tout. Genre je suis plus en mode, bah tu sais quoi, laisse le vent te porter. Ouais. Et à côté de ça, bah répare un peu ton bateau parce qu'il a un peu pris la flotte. Ouais, c'est ça. Genre, moi je dis, je prends un peu la flotte et je vois. Tu sais, genre j'attends. On verra où j'irai, où je vais m'échouer, va savoir. De toute façon, on n'est pas pressé. Des fois, ça, le temps, ça me fait peur, tu vois. Genre vraiment, c'est vraiment un concept qui me fait peur et des fois, ça me stresse. Mais bon, on va dire que. De toute manière, c'est soit ça, soit souffrir. Ouais, voilà, donc ça a rien de forcer, tu vois. Genre, ça arrivera si ça doit arriver. Non, je suis d'accord. Donc au final, adopter des chats. Ouais, putain. C'est la solution. C'est la solution. C'est la solution. Bon, et ben merci beaucoup d'être venu. C'était trop bien. Merci de m'avoir invité. C'était trop cool. Du coup, prochain épisode sur les femmes, hein, le féminisme et tout le bordel. Si tu veux, hein, moi je dis. La misandrie. Je suis une très grande militante. Je regarde tous mes livres. On fera un exposé. Alors, je te mets un PowerPoint. on va faire un book talk que de livres féministes. En vrai, c'est une bonne idée. Ça serait sympa. J'espère que cet épisode de podcast vous aura plu. Comme d'habitude, si vous voulez me suivre, n'hésitez pas à aller checker tous les réseaux sociaux. Je mettrai aussi ceux de Palolo dans la description. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un commentaire et à mettre 5 étoiles sur ce podcast si vous nous écoutez sur Spotify. J'essaye de plus en plus d'aller dans des sujets un petit peu plus larges avec des nouvelles personnes. J'espère que ça vous plaît. De ce que j'ai compris, ça vous avait plu la dernière fois, donc croisez nos doigts pour que cet épisode vous ait plu aussi. Bref, je vous souhaite à tous une très bonne journée. Prenez soin de vous et prenez soin des autres. N'oubliez pas que vous êtes unique. Et on se retrouve très bientôt. Bye! Au revoir.